Quand mon père était petit, il faisait les poubelles. Bac fait 3 fois d'ailleurs. Au début, j'ai failli ne pas lancer Investir au pays. Bien sûr. Pas 1 million d'abonnés, c'est 2100 2100 vidéos. C'est ma femme. Elle est la seule personne qui m'a dit fais Investir au pays. Allow me to reintroduce myself. My name is Ho. Show. Hello, hello les incroyables, la team incroyable. Bienvenue sur un nouvel épisode du Hove Show. Que vous nous écoutiez sur les plateformes d'écoute, vous nous regardiez sur YouTube. Bienvenue, merci pour toute la force que vous nous envoyez à chaque épisode, pour chaque commentaire, chaque like, chaque partage. Ça nous donne beaucoup de force. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir le boss du YouTube Game. De recevoir un passionné d'Afrique. De recevoir un entrepreneur incroyable. De recevoir quelqu'un qui m'a interviewé avec Karel il y a 4 ans. Aujourd'hui, c'est moi qui l'interviewe. Je reçois monsieur Philippe Simo dans le Hove Show. Tu vas bien, Philippe? Très bien, Olivier. Alors, la question que je pose à tous mes invités, est-ce qu'on t'a déjà présenté comme ça? Non, pas du tout. T'as vu? Il faut que ton prochain événement où tu montes sur scène, tu m'appelles, je fais ton intro, comme un match de boxe, tout, tu vois, tu rentres sur le ring, tout ça, il faut que tu m'appelles. Tu vas bien? Oui, ça va bien, merci. Alors, je profite que tu sois à Dakar Yes. en ce moment pour te recevoir. J'ai pris sur ton temps de vacances parce que tout tu es va là. bien. Tu es là en vacances, même si les gens qui te suivent sur les réseaux se demandent est-ce qu'il est là pour bosser ou en vacances parce que tu bosses beaucoup, Ouais. malgré que tu sois venu te reposer. C'est ça les vacances, oui. Ouais. Et je tiens à commencer d'abord cet épisode en te félicitant. Parce que Philippe vient d'atteindre la barre des 1 million Ouais, d'abonnés sur YouTube. incroyable, ouais. Est-ce que tu le réalises? Pas trop. Pas encore. C'est énorme, mais bon, ouais. On va y arriver. Ok. Je tenais à rentrer dedans et je tenais à te recevoir justement parce que c'est un milestone énorme. Je pense que dans le YouTube francophone, on va enlever tout ce qui est artistes musicaux, tu vois, et tout. Dans le YouTube francophone, tu es le premier, Ouais. je pense, à réaliser ce milestone. Et je pense que c'est important, même si tu l'as déjà raconté, peut-être à 2, 3, 4 reprises, que les gens reviennent sur ton parcours, que les gens comprennent qui est l'homme, qui était d'abord l'enfant, qui était la jeunesse, qui est l'homme, et surtout comprennent le travail et la vision que ça a été. Parce que j'imagine que tu dois souvent l'entendre, ah, tu as de la chance Ouais, des dans ce que trucs tu comme fais. ça, ouais. Tu as de la chance dans ce que Ouais. tu fais. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que tu es en vacances, mais on va y revenir. Tu n'es pas en vacances totalement. Donc voilà. Donc pour commencer, j'aimerais savoir aujourd'hui, Philippe, quand tu rencontres quelqu'un qui ne te connaît pas, Oui. comment tu te présentes? Très simplement, je suis un entrepreneur Ouais. passionné d'Afrique. Ok. C'est aujourd'hui, bonjour, je suis entrepreneur passionné d'Afrique. Et après, tu rentres dans le détail. Oui, s'il pose des questions. Après, tu rentres dans le détail. Donc, toi, tu es né au Cameroun? Oui. Grandi au Grandi Cameroun. oui. Donc, de ce que j'ai pu, en faisant mes recherches sur toi, tu fais tout ton cursus, et collège, lycée, Bac. bac au Cameroun. Bac fait 3 fois d'ailleurs. Oui, et ça, c'est quelque chose qui, je l'ai appris en regardant les interviews. Donc, tu dis le bac, tu le passes 3 fois. Ouais. Mais il y a quelque chose que j'ai trouvé très important quand je regardais les discussions que tu avais eues. J'ai trouvé très touchant, si ça te dérange pas, de reparler, de réexpliquer le parcours d'abord que ton père a eu. Ouais. Parce que tu as expliqué quelque chose de très fort dans ce que je regardais sur le parcours de ton père. Pourquoi je te pose cette question? Parce que je pense qu'il y a quelque chose que les gens ne t'ont pas demandé, mais je vais y revenir. Alors, est-ce que tu peux expliquer pourquoi pour ton père aujourd'hui les études, c'est quelque chose de très important? C'est même sacré ça. Si tu veux être ennemi à mon père, il ne faut pas faire des études. Là, il ne va vraiment pas t'aimer. Non, parce que mon père, pour lui, les études ont vraiment été un ascenseur social. Ouais. Mon père vient d'une famille très pauvre. Et quand je dis très pauvre, il faut bien que les gens comprennent ce que ça veut dire.
Tellement pauvre que quand mon père était petit, il faisait les poubelles. Oui, c'est ce que tu avais expliqué exactement. Voilà, parce que quand on dit souvent pauvre en Afrique, les gens s'imaginent un certain nombre de scénarios. Mais on sait tous que dans nos pays, quand tu en arrives à ramasser dans les poubelles, c'est vraiment que tu es très pauvre. Et c'est à ce niveau-là que mon père était. C'est d'autant plus paradoxal parce que mon grand-père fait partie des gens qui sont allés combattre pour la France. On sait tous que le général de Gaulle était venu en Afrique Oui. au moment pour venir chercher des gens qui devaient aller aider la France. Et mon grand-père en faisait partie. Le problème, c'est que ces gens-là sont revenus de la guerre complètement traumatisés. Ouais. Mon père raconte qu'en pleine nuit, parfois son père se réveillait en criant, en pleurant, à cause des affres qu'il avait vécues pendant la guerre. Ils ont été abandonnés. Complètement. Aucune pension, rien du tout. Ouais. Donc non seulement tu reviens d'une zone comme ça dans laquelle tu es traumatisé, tu as vu tellement de choses horribles, mais en plus, il n'y a pas de moyen de te réinsérer dans la société. Ouais. Et donc, du coup, mon père grandit donc dans une famille dans laquelle il y a plusieurs enfants. Et clairement, il faut se débrouiller. Ouais. Et à l'âge de 8 ans, parce que quand on dit qu'il faisait les poubelles, c'était vraiment déjà petit. À l'âge de 8 ans, il faisait les poubelles. Là aussi, quand tu fais les poubelles, il faut faire les poubelles stratégiquement. Il faisait les poubelles dans les quartiers riches. Parce que tu as quand même plus de choses intéressantes dans les quartiers riches, dans les poubelles que dans les autres. Et il dit comme un jour-là qu'il était en train de faire des poubelles, il a observé une scène qui l'a intrigué. C'est qu'il a vu à table une famille dans laquelle il y avait des enfants de son âge qui étaient assis en train de manger à table avec leurs parents. Le portail était ouvert. Et il s'est dit, mais comment ça se fait que d'autres enfants... Parce que je pense que quand tu grandis dans ce genre de milieu, tu penses en fait que tout le monde est à peu près comme ça. Bien sûr. Et quand il voit cet enfant à table en train de manger, là, il prend conscience qu'il y a quelque chose de différent. Et il se demande, mais pourquoi cet enfant est assis à table en train de manger, et moi, je suis ici, en train de faire les poubelles. En réfléchissant et en se questionnant, il se rend compte que, en fait, cet enfant-là, il est juste en train de bénéficier de ce que ses parents ont fait. Du travail. De ses parents. Et ses parents ont un bon poste qui leur donne une bonne rémunération, parce que ses parents ont étudié. Et donc, à partir de là, de l'âge de 8 ans, mon père va comprendre que le seul moyen qu'il a de s'en sortir dans la vie, c'est de réussir ses études. Et donc, il va avoir un parcours excellentissime. Oui, c'est ce que tu racontais. Ouais, mon père est brillant. Quand tu l'entends parler, tu sens que le gars, il est carré dans sa tête. Et donc, il va avoir un parcours vraiment excellent. Toujours parmi les majors de ses promos. À tel point que quand mon père sort de l'université, à son époque d'ailleurs, il va refuser d'entrer à l'armée, refuser d'entrer pour avoir certains titres. Parce qu'on estimait que les plus intelligents n'allaient pas à l'armée. Beaucoup de camarades de mon père sont généraux aujourd'hui. Et à son époque, c'était pas valorisant. Qu'est-ce que tu vas faire à l'armée? T'as pas les niveaux, ainsi de suite. C'était des raccourcis. Ouais. Et lui, il va aller donc là où les plus intelligents allaient. Il va faire de l'économie, des trucs comme ça. Et il va faire partie de la première génération de cadres camerounais qui vont occuper des postes dans les entreprises quand les Blancs vont partir. D'accord. Et ce qui fait que très vite, il va être amené à avoir des responsabilités. Et à 26 ans, il sera directeur de banque. Waouh. Tu imagines 26 ans. À 26 ans. Directeur. On ne parle pas de n'importe quel poste. Tout à fait. Directeur de banque. Ouais. Et tu imagines donc, avec tous les avantages que ça apporte, l'argent l'a rendu fou. Parce que clairement, quand tu vois d'où il est parti, Bien sûr. à où il est arrivé, et c'est drôle son histoire, parce que c'est quelqu'un qui n'avait rien, qui a tout eu, qui a tout perdu. Ah, ok. Ah ouais? Oui, parce qu'il n'a pas su gérer. Il n'a pas su gérer. Il a flambé. Il a aidé tout le monde. Et le jour qu'il a perdu son boulot, il a continué à vivre comme si de rien n'était. Ouais. On lui a proposé d'autres boulots. Il a dit non, c'est soit directeur, soit rien. Moi, je ne peux pas quitter des DG moins que ça. Et en fait, il s'est rendu compte que plus le temps passait, plus les opportunités qu'il avait été de moins en moins intéressantes. Et après, quand il a accepté des trucs, au final, ça n'a plus jamais été la carrière qu'il avait eue auparavant. Mais quand je dis souvent ça, c'est important de le préciser. Quand je dis que mon père était directeur de banque, beaucoup de gens se disent, mais toi, tu es un privilégié, en fait, qu'est-ce que tu racontes? Je tiens à préciser que quand je suis né, la pente descendait. Oui. Toi, tu n'étais plus au moment de... Non. Ouais. Enfin, je n'ai pas connu ça. Ouais. J'ai jamais connu ça. Moi, on me raconte des choses. C'est tout. Moi, je n'ai pas vécu ça. Et donc, moi, quand je nais, mon père, il commence à entrer vraiment dans la phase dure. Et en fait, pourquoi je te pose cette question et je te demandais de revenir sur ça? Parce que moi, il y a une question que je me suis posée, parce que vu que c'est quelqu'un qui apporte une valeur très importante aux études, comment il a vécu justement le fait que toi,
tu passes le bac une fois. Malheureusement, tu ne l'as pas. Une deuxième fois, tu ne l'as pas. Comment ça a été cette période pour toi? Parce que tu expliques très clairement que après ce deuxième échec au bac et tout, quand tu l'as, tu expliques très clairement ton parcours et tu sais où tu veux aller. Mais est-ce que ces périodes, ça n'a pas été difficile à la maison? Très dur parce que, bon, alors, on va dire que c'est pas quelqu'un qui va, en tout cas, j'ai pas eu ce rapport avec lui, c'est pas quelqu'un qui va être violent verbalement, encore moins physiquement d'ailleurs. Mais tu sens que il n'est pas content de la situation. Il est clairement pas content. Et quand je vais pas avoir le bac la première fois, c'est drôle parce qu'il va être très philosophe par rapport à ça. Il faut savoir que dans ma famille, mes sœurs et autres, on a beaucoup de doctorats dans la maison. Ouais. C'est-à-dire mes frères et sœurs. Ouais. Pour dire le niveau d'exigence de mon père, mes sœurs sont toutes docteurs, d'autres qui sont dans l'expertise comptable. Bref, bac plus 5, c'est pas impressionnant chez nous. Voilà. Et donc, quand tu commences déjà à rater le bac, alors que moi, mes sœurs sautaient des classes tellement elles allaient vite, la première année, il a pris ça avec philosophie en se disant, bon, ça arrive, la preuve. Et la deuxième année, quand je rate le bac, je pense qu'il a quand même pris... J'ai fini par me rendre compte que il nous mettait beaucoup de pression pour qu'on soit bon à l'école, parce qu'il faut le dire, moi, j'ai grandi dans un cadre dans lequel, pendant les vacances, nous, on étudiait les fables. Ouais. C'est-à-dire que voilà, mon père va au travail le matin, quand il rentre le soir, tu dois lui réciter la fable de La Fontaine. Tu dois réciter de A à Z et comprendre les maximes qu'il y a dans les fables. D'accord. Ce qui fait que chez nous, les gens n'ont jamais compris pourquoi un scientifique comme moi a un si bon niveau en littérature, ainsi de suite. Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi les autres n'avaient pas un tel niveau. Parce que pour toi, c'était ton quotidien. C'était normal. Ouais. En grandissant, je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'est pas comme ça que les autres parents faisaient avec leurs enfants. Donc, quand je rate le bac la deuxième fois, je pense qu'il se rend compte que je suis moi-même déjà très affecté. Donc, il ne va pas venir appuyer dessus. Il va me dire une phrase qui va beaucoup me parler, c'est qu'il va me dire que c'est bien que je rencontre l'échec à ce stade de ma vie. Parce qu'il me dit, lui, ça n'a pas été le cas. Et il se rend compte que c'était quelque chose de pas forcément bien parce que lui, la première fois qu'il a échoué réellement dans sa vie ou qu'il a considéré qu'il est en situation d'échec, il a failli se suicider. Ok. Parce que quand mon père a perdu le travail... C'est ça. Que lui, il a connu l'échec quand il était au sommet. Top. Et donc, c'est encore plus dur. C'est encore plus dur. Avec des enfants, des charges. Bien sûr. Et un jour, il a pensé à se suicider. Il a acheté des produits pour se suicider. Wow. Et le matin, il avait prévu de les boire. C'est juste que ce matin-là, mes frères l'ont suivi partout dans la maison. C'est-à-dire, il ne voulait pas faire ça devant les enfants. Il voulait éloigner les enfants. Mais je ne sais pas ce qui se passe ce jour-là. C'est Dieu, si tu appelles ça comme tu veux. Donc, partout où il allait, les enfants étaient accrochés à lui. À tel point qu'il allait dans la chambre, il s'est posé sur le lit et il s'est endormi. Avec ses comprimés à côté. Et quand il s'est relevé, il y avait déjà des gens dans la maison, et ainsi de suite. Donc, il ne pouvait plus le faire à ce moment-là. Mais et il m'a donc dit que, au final, c'est bien que je connaisse ça maintenant. Parce que ça me prépare à la réalité de la vie. Et que je dois juste considérer que c'est une étape. Parce qu'après ça, normalement, si je sais en tirer les bonnes leçons, j'aurai un rapport très différent à la vie par la suite. Et c'est drôle parce que moi, mes échecs, notamment le deuxième, m'a fait ressentir la haine de l'échec. D'accord. C'est ça que j'allais te demander. J'allais te demander comment tu le vis la deuxième fois. Est-ce que tu te dis, je vais aller pour la troisième fois et c'est une revanche, je vais y aller à fond et je vais la voir et là, je vais leur montrer? Ou est-ce que tu y vas et bon, tu te dis, on va voir la troisième fois Non, je vais la troisième fois en me disant que... en fait, ça devient un challenge personnel. Ouais, ça, là, le mind est prêt et dit, vas-y. Là, je me dis, ça devient un challenge personnel parce que je me dis, mais c'est quoi ce bac, en fait? C'est quoi cette histoire de... Je ne suis pas plus con qu'un autre, parce que tu sais ce qui fait mal quand tu rates, c'est que tu vois tes potes réussir. Sortir, ouais. Et tu te dis, mais lui, là, il n'est pas 10 fois plus intelligent que moi. La première année, quand je rate le bac, un de mes meilleurs potes, Madiba Olivier à l'époque, d'ailleurs, qui est aujourd'hui très connu dans le domaine des startups, on révisait ensemble. Et il a le bac. Moi, je ne l'ai pas. La première année, on était au lycée Josse. Je me dis, mais il s'appelle Olivier aussi. Je dis, mais Olivier, on révisait ensemble constamment. Il l'a eu, je ne l'ai pas eu. Donc, tu te dis, OK, d'accord. Mais la deuxième année, quand je ne l'ai pas, je me pose les vraies questions. Parce que tant que tu regardes les autres en te disant que ce n'est pas normal que tu réussisses, tu ne prends pas conscience de pourquoi tu ne réussis pas. Et la deuxième année, je me suis posé en me demandant... Et j'ai osé affronter mes véritables limites. Je me suis dit, OK, d'accord, si j'ai raté, ça veut dire... Parce que la deuxième année, ma mère est dans un mindset totalement différent. Il faut qu'on aille voir tes notes,
pour voir s'il n'y a pas eu une erreur quelque part. Je ne comprends pas. Et je me dis non. Si je n'ai pas eu le bac, c'est parce que je ne suis pas assez bon. Il faut se dire cette vérité. Je ne suis pas assez bon parce que pour un élève de terminale mathématiques, je n'ai pas le niveau qu'il faut en maths. Ok. Donc, tu étais en terminale S. Oui, je suis en terminale S. Ok. Tout le reste, littérature et tout, je le survole, mais ça compte très peu. Oui, bien finalement. sûr. Les coefficients sont Voilà. très faibles par rapport aux maths, physique, Tout le chimie. reste. Et la vérité, c'est que tout mon cursus, j'ai jamais été un élève qui s'est forcé. J'ai toujours été le genre d'élève qui écoute en classe, capte, rentre à la maison jouer, vient le jour de l'examen et réussit. Et je réussissais toujours avec des notes limites, 10, 11, 12. Et ça me suffisait. Parce que pour moi, je n'étais pas dans un challenge de je vais être premier, ainsi de suite. Même si mon père, je voyais bien qu'il voulait ça, mais moi, j'aimais jouer. Oui. Et moi, j'étais un Toi, enfant. pour toi, c'était bon, ok, je veux passer la classe pour pas que les Voilà. parents me disent quelque chose. C'est tout. Mais et c'est marrant que tu dises ça parce que quand je regarde tous mes invités que j'ai eus pour l'instant, je trouve que cette constante revient à chaque fois. Que ce soit Khadi, que j'ai eu pas longtemps, Milkos, que j'ai eu pas longtemps. Tous ces gens avec des talents aujourd'hui, qui réussissent des choses innovantes, me disent qu'à l'école, on faisait tout pour juste passer. Je m'ennuyais. Et tu vois, aujourd'hui, je ne sais plus avec qui j'en parlais, tu sais, on a cette notion d'enfant à haut potentiel intellectuel, à déceler des enfants qui s'ennuient à l'école parce que finalement, l'école n'est pas assez stimulante pour eux, parce que eux, leur cerveau va plus vite Ça ne et les tout. challenge pas, oui. Ça les challenge pas. Et tu vois, aujourd'hui, quand on voit ce que tu fais, on comprend que tu as un esprit d'analyse très pointu, tu as un esprit de réflexion très très pointu, tu vas très vite dans tes réflexions. Est-ce que tu ne penses pas, avec le recul, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'étais pas stimulé par tes professeurs, tu n'étais pas stimulé à l'école pour finalement faire ressortir le potentiel qu'il y avait en toi? Je pense que j'étais pas dans un environnement dans lequel j'avais des raisons d'exceller. C'est-à-dire que pour moi, j'allais à l'école pour passer la classe. C'est tout. Et 10, tu passes. Et donc, à partir de là, j'ai jamais été dans une ambiance dans laquelle je me sentais l'obligation d'être premier et tout. Et c'est drôle parce que justement, tout au long de mon cursus, même dans mon école d'ingénieur, quand on va arriver à ça, je me rends compte aujourd'hui que j'ai toujours sous-performé. Parce que rien ne me poussait à me challenger plus que ça. Et c'est quand je rentrais dans le domaine de l'entrepreneuriat, du business, ainsi de suite, que là, je vais être face à des montagnes qui vont me pousser à aller chercher des ressources que je ne soupçonnais peut-être. Enfin, je savais que je pouvais faire des choses, mais je n'étais jamais allé les chercher. Là, tu avais trouvé un challenge. Oui, là, j'avais trouvé un challenge. Et même aujourd'hui, j'ai le sentiment que je ne suis même pas à 60%. Quoi. Je sens que j'ai besoin de challenges encore plus grands, plus stimulants. Et je crois que je suis en train de les trouver là pour aller chercher encore davantage de ressources en moi, pour davantage me déployer. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, là, tu sens que tu as un challenge. Là, tu as ce feu qui brûle en toi. Donc, tu as envie d'y aller, tu as envie de dépasser les limites. Mais à ce moment-là... Mais j'avais passé à l'école, ouais, ça c'est sûr. Donc, tu passes le bac, tu as ton bac. Et donc après... Mais je voulais faire une précision par rapport à ce que je disais, c'est que, parce que je pense que c'est important quand on est en situation d'échec, d'identifier pourquoi on échoue. Mon père disait une phrase qui est importante, c'est que quand tu tombes, il ne faut pas regarder là où tu es tombé, il faut regarder là où tu t'es cogné. C'est pas là où tu es tombé qui est important, c'est là où tu t'es cogné le pied. Tu peux te cogner le pied là, tu roules et tu tombes là-bas. Reviens là où tu t'es cogné le pied. Et cette année-là, la 3e année de... Faut pas regarder où tu t'es fait mal, faut regarder où tu es tombé. C'est ça. Mais c'est tellement vrai. Ouais. C'est tellement logique. Ouais. Et donc, je me suis dit, cette année-là, justement, qu'est-ce qui fait que je ne réussis pas mon bac? J'ai identifié le fait que je n'étais pas bon en maths. Ok. Mais je n'étais pas bon en maths parce que j'avais cumulé beaucoup de lacunes. D'accord. Depuis la 6e. Qui fait que, comme j'étais dans une logique de passer juste mes classes, mes lacunes ne cessaient de s'agrandir. Et arrivé en terminale, c'était beaucoup trop grand et beaucoup trop visible. Et donc, cette dernière année de terminale-là, je crois que j'ai fait ce que très peu d'élèves font. Chaque fois que je rencontrais un problème en classe, j'allais chercher dans quelle classe on apprend les bases de cette notion. Parce que quand tu arrives en terminale, on t'apprend des choses complexes, mais qui ont une base plus simple. Et bien, je me suis retrouvé avec mon livre de 6e, de 5e, de 4e, de maths. Et tu refais tout le parcours. Tout à fait. À me dire, si j'ai cette lacune en terminale, c'est parce qu'en 3e, je n'avais pas bien compris quelque chose. C'est parce qu'en 4e, je n'avais pas bien compris quelque chose. C'est parce qu'en
5e, j'avais pas bien compris quelque chose. Et ce qui fait que maintenant que je sais ça et que j'ai des enfants, je sais quelle est l'importance d'apprendre des bases. Ouais. Et si l'enfant n'a pas des bases, ça va le rattraper. Ouais. Tôt ou tard, Tu accumules. tu accumules des lacunes Ouais. qui vont pas être visibles parfois dans tes notes Ouais. ou dans tes résultats parce que finalement, le jour de l'examen, on t'interroge sur certaines choses. Mais ça peut finalement devenir préjudiciable beaucoup plus tard. Et donc, j'ai fait cet effort de revenir aux bases. Ça demande quand même beaucoup d'humilité d'être C'est ça. en terminale, mathématiques, Ouais. et d'aller lire des trucs de 5e. Ouais. Et puis surtout qu'à ce moment-là, on n'a pas, je vais dire, l'accès à tout ce que les jeunes d'aujourd'hui ont. Où tu peux aller Oui. sur YouTube pour revoir des cours, tu peux Oui. aller... Tu vois, là, Ouais. tu es vraiment obligé d'aller prendre les cahiers, d'aller prendre les Tout à livres, fait. d'aller rechercher, d'aller Tout à fait. lire, de refaire les exercices. Tout à fait. C'est en ça où c'est vraiment encore plus, je trouve, impressionnant. Parce que comme tu dis, c'est l'humilité de se dire je vais revenir à la base, mais ça montre ta volonté de réussir parce que la charge de travail, Elle est ça plus doit être grande. en supplément. Forcément. Parce que déjà que les cours sont difficiles, ne serait-ce que ceux de la classe, mais si tu dois revenir sur, OK, ça c'est en 3e qu'on l'a appris, mais ça veut dire qu'en seconde, peut-être on a développé ça, et donc Tout à fait. tu refais Parfois, tu fais plusieurs classes. bien sûr, Tout à tu fait. refais plusieurs classes pour arriver jusqu'à la finalité. Donc, waouh, impressionnant. Donc, j'imagine que cette année-là, ça a été une année où tu as, comment on dirait aujourd'hui, tu as charbonné. et- Ouais. Ouais. Et donc, quand je vais avoir le bac, c'était normal. Là, si j'avais pas eu cette année-là, je me serais senti vraiment très mal. Mais bon, Et j'ai le c'est bac quoi, cette année-là. c'est quoi le sentiment quand tu vois ton nom sur Non, parce que le nous, au truc Cameroun, c'est pire. On lit les noms à la radio. Oh C'est-à-dire que on arrive... Tu vois l'alphabet, là? Oui, oui, oui. Toi, c'est V, non? V. Ouais, non, Voilà. moi je suis à la fin. Voilà. Moi, c'est S. Ouais. Tu vois, on lit. Et tu dois être attentif parce que quand on saute ton nom, c'est horrible. Ouais, ouais. Parce que si on saute ton nom, tu constates juste qu'on est... Moi, c'est S-I-M-O. Ouais. Et il y a beaucoup de Simo au Cameroun. Ok. Donc, on peut dire Simotel, Simotel, Simotel. Et après, on passe à une autre lettre. Tu te rends compte que c'est passé. Ouais. Et le pire, c'est que tu es en train d'écrire de joie chez le voisin. Tu entends des... Donc, la 3e année, on était... Et en plus, c'est solennel. Parce que quand Ouais. la liste le moment des résultats arrive, on met le poste radio au centre de la maison. Oh là Tout là, le monde tout est le monde assis. attend. Tout le monde est assis. Et on attend ton nom. Dans la 3e année, ça s'est bien passé. Il y a eu de la joie, Ouais, bien des sûr. pleurs. C'était bien. Et quand tu as ton bac, finalement, est-ce que tu sais déjà que tu veux t'orienter pour devenir ingénieur, ou est-ce que c'est, OK, bon là j'ai mon bac, qu'est-ce que je fais maintenant? Complètement pas du tout. Ça, c'est un des gros problèmes qu'on a dans le pays, c'est qu'on souffre beaucoup de problèmes d'orientation. Donc, je n'ai aucune idée. Je sais à la base que je voulais faire médecine, mais ça, c'était un peu plus tôt. J'avais des métiers comme ça auxquels je pensais, parce que c'était des métiers, je pense, sexy, chirurgien, pilote. Ouais, il y avait urgence à l'époque, Ce genre de tu choses. voyais Georges Clooney. Voilà. Mais quand j'ai vu mon rapport au sang, j'ai compris que chirurgie, ça va pas être moi. C'était sur une poule qu'on devait égorger. Et j'ai vu le sang de la poule. Et dit, OK, bon, non, on va s'arrêter là. On va laisser la chirurgie, ça va pas le faire. Pilote, pareil, je pensais à pilote, et puis mon père m'a dit un jour, toi, tu veux faire le tour du monde, et ta femme, tu la laisses à qui? J'ai dit, c'est pas faux, j'avais pas vu ça comme ça. Donc, le pilote, là, On laisse. on met ça de côté. Et donc, du coup, quand j'ai eu le bac, j'avais aucune idée. Ouais. Je savais que j'avais un bac. Et pourquoi, à la base, si j'avais fait des séries littéraires, j'aurais survolé tout. L'une des raisons pour lesquelles je veux des séries scientifiques, c'est parce que je veux de la difficulté. D'accord. Parce que je me dis, et puis surtout, je sais qu'après le bac, les séries scientifiques t'ouvrent une infinité de possibilités Oui. que tu n'as pas Oui. avec des séries littéraires. Et puis, nos parents, de cette époque-là, en tout cas, c'est mon fils fait bac S, mes enfants font bac S. Ça sonne mieux aussi. Ouais, voilà. Ça sonne Je trouve que le bac L, à cette époque-là, t'étais un petit peu vu comme... bon, OK, il fait ça parce qu'il ne peut pas faire autre chose. Tu vois Mais souvent, malheureusement, moi je veux te dire en toute transparence, la grande majorité des gens que je connais qui ont fait des séries littéraires, c'était pas par amour de la littérature. C'est Oui. parce qu'ils s'en sortaient pas en sciences. En sciences, Et tu exactement. vois, donc, du coup, même en série littéraire, tu as des gens qui sont là, mais qui n'ont aucune passion pour Oui, ça. oui, c'est vrai. Juste qu'ils se disent qu'ici, les maths vont être moins difficiles. Et donc, ils sont là, mais du coup, ça te crée des gens qui ne... Et quand tu tombes sur un gars qui est vraiment là pour la littérature, tu le sens tout de suite. Oui, oui. Et ce qui est... Quand tu vois que Mais pareil, moi, c'est un peu l'hybride du côté scientifique. Mais c'est quoi ce matheux qui est tout le temps dans les livres, qui est tout le temps... Parce que je lisais en série scientifique, on ne lit pas beaucoup. Ouais. Qui est tout le temps en train de lire. Et pire, moi, j'ai gagné des concours de littérature. J'ai gagné des concours Émile Zola. J'ai gagné plein de prix au lycée, alors que j'étais en série scientifique devant des littéraires. Donc, ce côté orateur, Ouais. ce côté parler, Oui. devant le micro, parler, tu l'avais... Finalement, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui,
toute ma vie m'a préparé à ça. Bah oui. Parce que, en fait, moi, j'ai commencé, je suis quelqu'un à la base de très pudique et même peut-être d'un peu timide. Ouais. Mais j'ai fait du théâtre en 6e, 5e pour vaincre ça. Donc, j'ai commencé à apprendre à parler devant les gens Ok. en 6e, 5e. En 4e, 3e, j'ai fait un boys band, donc je chantais. Philippe, fais pas, on va aller chercher les Je chansons. J'étais dans un boy band de Poetic Lover. Oh Si. Oh En 3e, j'étais dans le... Attends, je mets l'effet autotune, tu peux chanter si tu veux. Non. Le pire, c'est que je connais toutes les paroles des chants. Darling, faisons Laisse-moi l'amour. juste Oh une là là. soirée, te toucher, te caresser. Si. J'ai bien baigné dans tout ça quand j'étais en 3e. À partir de seconde, j'ai commencé à faire le club journal. Ok. Quand je suis en seconde scientifique. Ouais. En première, j'étais président du club journal. Ok. En terminale, je gagne le concours Émile Zola, qui est un concours littéraire. Oui. En deuxième année terminale, j'entre dans l'équipe des petits génies, parce qu'au Cameroun, il y avait un concours national qu'on appelait les petits génies, Ouais. qui regroupait dans chaque lycée les 5 meilleurs en littérature, maths, culture générale, sciences, il y avait un truc comme ça. Ouais. J'ai envie de lancer un truc comme ça aujourd'hui. Parce Ok. que je me rends compte que ce truc-là, rien que ce jeu, en fait, c'est une sorte de question pour un champion, Mhm. mais inter-établissement. Oui. Et nous, on a été champion national devant les lycées français, les Ouais. lycées américains. C'était incroyable parce qu'on faisait par province. Ouais. C'est-à-dire que tu compétis à Dakar, tu gagnes à Dakar et vous allez rencontrer les gens de la Casamance, Oui. les gens pour un concours national. Oui. Et nous, on a gagné le concours national. Et j'étais dans cette équipe-là Waouh. des petits génies. Et à la fin de l'année, j'ai pas eu le bac. Tu vois le paradoxe? Oui, le c'est-à-dire paradoxe, c'est le incroyable. gars qui est supposé être Ouais. super intelligent Ouais. et qui n'a pas le bac. Donc, Ouais. tu vois, la deuxième année, je l'ai vraiment mal pris pour revenir à ça. Donc, pour dire que tout mon cursus, j'ai été très proche des choses littéraires. Ouais. Et quand en terminale, donc, je suis dans le club journal, donc j'écris. Ouais. Je fais des interviews. Déjà. Et je commence à me rendre compte, très jeune, Ouais. du pouvoir des interviews. Mmh. Parce que je me rends compte que quand je vais faire une interview du proviseur, il prend tellement de précautions pour bien Choisir s'assurer que ses je vais bien mots. écrire les mots qu'il a dit, ainsi de suite. Et il me traite différemment avant ça, quoi. Je me rends compte que, en fait, le gars qui donne la parole aux gens, il a un pouvoir. Ah. Et c'est fou parce que tu vois, dans toutes les interviews que tu avais faites, je savais pas que tu avais déjà ce côté-là. Ouais. Et c'est plus tard que je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup de choses m'ont préparé à ça, en fait. Et quand je vais aller en terminale, justement, la deuxième année, je vais avoir un petit job à la radio de chroniqueur. C'est pas vrai. Si. Donc, je vais aller gratuit. Là, pareil, tu vois, c'était un job, tu n'es pas payé, c'est zéro. Mais je venais là-bas tous les mercredis. On venait en séance de rédaction. On nous apprenait à présenter le journal et chacun avait sa rubrique. C'est toi qui présente, c'est toi qui fais la rubrique sport. Tu vas chercher les informations. Mais tout ça, tu le faisais parce que tu aimais ça. Tout à fait, En fait, ça, c'était des à côté que Tout tu à fait. n'étais pas obligé de faire, complètement. mais tu le faisais parce que ça te passionnait. Ça me parlait. Ouais. Dans un environnement dans lequel il y a très peu de distractions, c'était un peu comme une sorte d'échappatoire, un moyen de faire quelque chose de différent. Donc, tu apprends déjà à raconter des histoires, à... Ouais. Aller chercher des trucs. Et naturellement, maintenant, je suis quelqu'un de très friendly. Ça, je vois, je suis le genre de gars qui, si je suis dans un groupe, tu sais que je suis là. Parce Ouais. que je raconte toujours des histoires, toujours des blagues. Moi, je suis le genre de gars qui, j'arrive à une soirée, les gens qui étaient en train de rentrer disent « Ah, il arrive, on revient. » Parce que là, maintenant, on sait qu'on va rigoler. Parce que j'ai toujours une histoire, Et je me suis rendu compte que cet art de savoir Oui. raconter des histoires, Oui. c'était pas donné. Bien sûr. Et en fait, ça pouvait être utile finalement dans le monde des médias. Et même, pour revenir à ce que tu disais même précédemment, toutes ces fables que ton père te faisait apprendre, Tout à fait. ça t'a donné un En fait, vocabulaire. tout à fait. Ça t'a donné Une structure. une structure, une connaissance Tout des à mots, fait. de l'importance de chaque mot, des virgules, des Tout tout. à fait. Et c'est impressionnant. Tout à fait. Impressionnant. Et donc, tu dis, tu as ton bac, tu sais pas trop ce que tu veux faire à ce moment-là. Et donc, comme le côté ingénieur... Et personne ne sait. Ouais, Parce que je discutais avec mon père. Et là, tu te rends compte que, en fait, les parents veulent que tu aies des diplômes, mais ils n'ont pas une orientation, ils n'ont pas un plan. Et pour eux, c'est juste que tu ailles à l'école. Et c'est là que tu te rends compte que beaucoup d'enfants ont été très mal orientés. Ils ont fait des filières à l'université qui ne les passionnaient pas du tout, dans lesquelles ils n'apprenaient rien d'intéressant. Et au final, quand ils finissent leur carrière, ils te disent non, en fait, je veux complètement faire quelque chose d'autre. Ouais.
parce qu'il se rend compte que j'ai fait ça parce que mes parents, j'ai fait ça parce que la mais société. pas pour moi. Mais pas pour moi. Et Ouais. arrivé à un certain âge, tu te poses certaines questions qui font que si tu en as la possibilité, tu fais demi-tour. Ça, c'est Et donc, très, moi, très je vais vrai. être dans cette possibilité-là. Je me demande donc à ce moment-là. Et là, tu vois, je réfléchis de manière très cartésienne. On est dans un pays qui est le Cameroun, où il n'y a pas forcément beaucoup d'emplois. Je me rends bien compte que les gens qui ont des diplômes galèrent souvent. Et je n'ai pas envie dans cette situation. Et je sais que le choix que je vais faire là va être important. Du coup, je me demande quels sont les métiers qui ont toujours du travail, ou du moins qui peuvent bosser dans beaucoup de boîtes. Ouais. Et je discute avec les parents et la comptabilité revient. Mhm. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Mhm. D'être derrière l'ordinateur et les chiffres matin, midi, soir, ça ne m'intéresse pas du tout. Et à l'époque, il y a la supply chain, qui était totalement inconnue à l'époque. Et même d'ailleurs, ce n'est pas très connu. Les gens parlent de la logistique, mais la supply chain, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et là, je découvre donc les métiers de la supply chain, qui sont dans beaucoup d'entreprises, Oui. mais pour lesquels il n'y a pas de formation, D'accord. ou très peu de personnes formées. Voilà comment je décide d'entrer dans la supply chain. Pas par passion pour ce truc-là, mais parce que je me dis, Je me rends compte qu'il y a un besoin. il y a un besoin J'aurais plus de chances de de trouver du trouver un boulot. travail là-dedans. Donc, je vais m'orienter vers ça. Tout à fait. Et donc, tu fais 2 ans où tu Au te formes au Cameroun, en Cameroun. logistique et transport. Mais je me rends compte quand j'arrive en logistique et transport que j'ai des camarades qui ont fait séries littéraires. Au-delà, ça pique mon orgueil. Je me dis, mais attends. Finalement, je me suis cassé. Ben oui, vous pouvez dire électricien des littéraires. C'est quoi le problème ici? Je veux être ingénieur. Waouh. Parce que du coup, quand même, il faut que mon background... Et du coup, paradoxalement, là, dans ce fil-là, je survole le truc. Ça Ouais. dit, pareil, j'étudie pas, mais là, pour le coup, je suis premier, de deuxième, enfin, constamment, quoi. Ouais, mais ça m'étonne pas parce que tu as tellement reposé tes bases Ouais. et tu maîtrises tellement maintenant ce Ouais. que tu as fait que c'est facile une C'est fois que tu as beaucoup tout plus facile. compris. Ouais. Et donc, du coup, après, là, je me dis, bon, une fois qu'on a un parcours de logistique, transport, on peut accéder à quel diplôme d'ingénieur? Et c'est comme ça que je me rends compte que le génie industriel, c'est le top du top auquel on peut accéder. D'accord. Et donc, je me dis, bon, je vais être ingénieur industriel. D'accord. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas encore d'ingénieur industriel au Cameroun. Et D'accord. voilà comment je vais en France pour faire l'ingénieur industriel. D'accord. Et donc, tu expliquais, pour ceux qui ont déjà vu des interviews que tu as faites, que tu vas faire ta demande de visa Oui, pour partir en France oui. et que finalement, tu l'as fait, mais en te disant que tu ne vas pas l'avoir. En te disant que vu que j'ai payé personne, j'ai soudoyé personne, Oui. j'ai pas glissé de billets Oui. sur la table, je vais faire les démarches qui sont les démarches Je ne me normales. dis pas ça à ce moment-là, parce que tu vois, mes parents sont un peu spéciaux. Tout le monde croit autour de moi que je ne vais pas l'avoir, mais personne ne me le Ouais. dit. Ok. En fait, on me laisse dans mon délire. Tu as dit que tu vas aller en France. Va Va ton faire visa. la démarche. Uh-huh. Du coup, je fais la démarche de manière naturelle. Naturel. Je ramène mes bulletins, parce que c'est beaucoup de documents. Ouais. J'obtiens de ma soeur la prise en charge, ses fiches de paye, ses impôts. Parce que pour que les gens comprennent, ta sœur est déjà en France. Elle est Tu as déjà une en sœur qui est France. Tout à fait. Et j'ai une sœur qui est déjà en France, qui d'ailleurs est arrivée en France et qui a été sans papier. Oui. Et j'ai vu le stress et la galère que ça provoquait à la maison. Mhm. Et je m'étais promis que je n'irais jamais clandestinement en Europe. Jamais, au grand jamais. Je ne quitterai le Cameroun pour aller quelque part sans avoir les papiers qu'il faut. Parce que je savais. Parce que Oui, tu quand sais, les tu as gens parlent, vu ce ils que savent tes- pas, voilà, ce ce qui que tes vivait, parents le ont stress que ça vécu, crée. ouais. Que on t'appelle, ma soeur appelle à 23h, la meilleure amie de ma mère vient de la mettre dehors. On est en plein hiver. Oh là là. Tu vois, des trucs juste incroyables. Oui, Quoi. Donc oui. je dis, jamais je n'irai Ouais. sans papier ou dans une situation où je vais être à la merci Ouais. des gens. Et donc, avec ma soeur, j'obtiens dans les documents, je vais déposer ma demande de visa. Et il y a l'entretien. Parce que l'entretien joue un grand rôle, enfin, à cette époque-là, sur le process de visa. Et elle me pose des questions sur mon parcours et surtout sur ce que je vais aller faire en France, pourquoi je vais aller faire ça en France. Je réponds naturellement. Elle me pose une question qui, je pense, a fait une vraie différence. Elle me demande, après tes études, qu'est-ce que tu vas faire? C'est drôle parce que je lui dis à ce moment-là, je sais que c'est une réponse par convenance, mais qui rencontre quand même quelque chose auquel je pensais déjà. C'est je lui dis, je vais rentrer dans mon pays, le développer en créant des entreprises. Elle dit, ok, d'accord, elle note. Et je rentre. 3 jours après, on m'appelle pour venir prendre... Enfin, c'était c'était la Oui, réponse du tu visa. as un délai de 3 jours, tu dois 3 venir jours, c'est récupérer. ça. Juste que, à cette époque-là, c'est bizarre parce que on ne donnait pas les visas longtemps avant le voyage. En général, on te les donnait la veille ou le jour même. D'accord. Parce qu'ils avaient peur de la fraude des visas. C'est-à-dire D'accord. que tu prends le visa, on va essayer Ouais. de recopier. Moi, mon rendez-vous, c'était peut-être 4-5 jours avant. Ok. Donc, je vais et il me donne le visa. Waouh. Donc, je suis très content, je sors de là, je rentre à la maison. J'arrive donc, elle n'a pas le téléphone comme maintenant, Oui. tu appelles. Je rentre à la maison, ma mère faisait la sieste, j'entre dans sa chambre. Elle me demande, ils t'ont donné le visa? Je lui dis oui, elle dit non, tu mens. Je dis, comment ça, je mens? C'est dit qu'on dit, elle dit, montre-moi ton passeport. Je veux voir.
Je donne le passeport. Elle regarde, voit le visa. Elle n'en revient pas. Ouais. Et ça, je me rends compte que, mais pourquoi tu es surprise? Elle me dit, parce que je croyais qu'on n'allait pas te donner le visa. Et personne dans la maison pensait que tu allais l'avoir. Je dis, mais pourquoi? Elle me dit, parce qu'on n'a pas sudoyé. Ouais. Parce que dans l'esprit des gens au Cameroun, tu n'obtenais pas de visa si tu n'avais pas sudoyé, si tu n'avais pas fait un truc qui n'était pas clean, ainsi de suite. Et donc, moi, j'ai rien fait du tout. Et, Toi, tu as juste suivi le système. juste suivi le système. Ouais. Donc là, tu as ton visa. Ouais. Donc finalement, ta famille qui ne pensait pas que tu pouvais partir. Il faut préparer un voyage. Dans 4 jours, 3 jours, il doit partir. Il doit partir. Et tu expliquais Ouais. que ta maman, qui avait des économies à elle, Ouais. décide de Elle va prendre tout toutes miser. ses économies. Ouais. Me Et faire elle te dit, partir. vas-y, mon fils, Ouais. pars. Et quand je sors de la maison, elle va me dire une phrase que j'ai gardée avec moi toute ma vie. Elle m'a dit, comme tu es en train de partir là, tu es un homme maintenant. La prochaine fois que tu reviendras ici, ce sera en visite. Considère pas que tu as encore une maison ici. Tu dois revenir ici pour nous rendre visite. Parce que tu seras déjà installé chez toi. Je dis, ok, d'accord. Et je suis parti. Et je suis parti donc avec cette idée de... Et je crois que ça a fait une grosse différence dans mes études, justement. Je suis parti en mode commando, en fait. Je ne suis pas venu m'amuser en France. Oui, je ne suis pas venu jouer. Non, J'ai je suis une pas venu mission. jouer. Je suis venu en mission. J'ai pris un certain retard déjà au niveau de mes études. J'ai eu une opportunité d'aller obtenir un diplôme qui va m'ouvrir des postes Beaucoup de portes. et un certain niveau de rémunération. Il faut faire vite. Ouais. Ce qui fait que quand je dis souvent ça, les gens Mais moi, toute ma vie jusqu'aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans, j'ai jamais été en boîte de nuit, j'ai jamais été en club. Je comprenais même pas les gens qui faisaient ça. Je me disais, on n'est pas venu, en fait, ici ensemble. On n'est pas venu ici avec les mêmes objectifs, en fait. Oui. Et donc, par contre, pour le coup, pendant mon école d'ingénieur, j'ai survolé mon cursus. Ouais. Parce que j'étais école-boulot, parce qu'il fallait que je fasse des petits boulots pour ne pas dépendre financièrement de mes parents. Ouais. Et je savais que l'école, c'était mon ascenseur et que j'avais eu une opportunité que beaucoup de gens n'ont pas. Et donc, il fallait que je réussisse dans mes études assez rapidement pour commencer à travailler. En fait, moi, mon but, c'était, il faut que je passe vite ce truc pour commencer à travailler. Ouais. Et justement, tu le passes vite parce que tu dis qu'en 2 ans et demi, Oui, au lieu de 3. au lieu de 3, Ouais, je tu termine. finis Tout à fait. et tu sors donc ingénieur Tout à fait. de 3, c'est ça? Oui, de l'UTT. De l'UTT de 3, ouais. L'UTT de 3. Et donc, là, tu rentres dans le milieu du travail directement. Avant même de terminer, j'avais déjà des propositions Ok. pendant mon stage de fin d'études. On est en quelle année? 2010. 2010. Oui. Donc, 2010, donc tu es en France, tu es installé et tout. Et maintenant, ma question, c'est à quel moment YouTube arrive? Oh, beaucoup plus. Alors, pas tant que ça, parce que j'ai refait une vidéo. Ça, je suis en train de faire une série de vidéos sur les backstage des 1 million. Bah bien sûr. Ce que les gens n'ont pas vu. Bien sûr. Et il y a une vidéo dans laquelle je raconte quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'Investir au pays, c'est pas ma première chaîne YouTube. Ok. Ouais. Ok. J'ai ouvert une chaîne YouTube, je suis allé revoir, parce qu'elle est encore sur YouTube. Je suis allé revoir hier, il y a 10 ans. Ok. Donc 2014. 2014. Donc tu vois que 4 ans après, j'étais déjà salarié depuis un certain Ouais. temps. J'avais déjà flairé qu'il y avait quelque chose à faire sur Internet. Ouais. J'avais créé une chaîne sur l'alimentation et le sport. Ok. Mais donc, quand tu crées cette chaîne sur l'alimentation et le sport, c'est parce que tu as déjà une volonté de faire quelque chose sur YouTube. Tu sens qu'il y a un potentiel business Tout à fait. sur YouTube. Ok. Tout à fait. Parce que je vois déjà des jeunes comme moi faire des vidéos de sport et je vois qu'ils font des vidéos pour parler de sport et qui parviennent à vendre des produits avec ça. Ok. Et donc je me dis, mais en fait, je ne suis pas plus bête qu'un autre. Ouais. Donc je comprends le business model. Ouais. Tu fais du sport, tu crées une communauté autour de Ouais. toi et à cette communauté, donc tu commences à proposer Ouais. des choses. Ouais. Et donc je commence donc dans l'idée de créer cette chaîne-là. Et je fais 1 ou 2 vidéos et j'abandonne. Ouais. Ah, YouTube, c'est dur. C'est super dur. C'est ça que les gens ne savent pas. C'est super dur. Ouais. Et je n'étais pas du tout préparé. Je pensais que ce serait simple. Ouais. Beaucoup de gens pensent quand ils se lancent sur YouTube que c'est facile. Mais YouTube, je pense que tu me corrigeras si je me trompe. Si tu veux réussir sur YouTube, il y a une seule recette, la constance. Oui. Il faut pas. Je dirais 2 choses. Enfin, il y a au moins 2 choses. La constance et la remise en question. Ok. Il faut se remettre en question sur YouTube constamment. Et je pense que c'est ce qui m'a fait grandir. Parce que sur YouTube, il y a des paliers. C'est-à-dire que tu vas créer du contenu et puis à un certain moment, tu vas avoir l'impression que tu ne progresses plus. D'accord. Il faut que tu te renouvelles. D'accord. Si tu ne te renouvelles pas, il y a des gens qui créent des vidéos depuis 5 ans et qui font toujours 1000 vues et qui ont toujours 2000 abonnés. Oui. Parce qu'ils ne veulent pas comprendre que c'est à lui de se remettre en question. C'est pas à l'algorithme. L'algorithme ne va pas changer vrai. pour te faire plaisir. C'est vrai. C'est à toi, si tu veux progresser, de comprendre qu'est-ce que je peux mieux faire, Ouais. quel type de thématique, ainsi de suite, comment je peux mieux amener mon sujet
Et donc, pour moi, c'est ça. C'est la consistance, on est d'accord, et la remise en question. Quand ça ne marche pas dans un sens, ne force pas, pivote. Et est-ce que, parce que tout à l'heure, tu vas en parler de ce côté journalisme que tu avais déjà eu à développer plus jeune, ce côté amour des mots et tout, est-ce que le côté ingénieur a été ce côté qui t'a permis de structurer tes stratégies? Totalement. Ouais. Totalement, parce que les deux mondes vont se C'est ça, vont se parce que rencontrer. finalement, tu prends le Tout à fait. meilleur des deux mondes, Tout à fait. que tu mélanges avec ce côté savoir, tu vois, raconter des histoires, rendre les gens même à l'aise, ne serait-ce que face à toi. Mais tu as aussi, et c'est ça que je pense que les gens doivent reconnaître, un côté où tu as réussi à comme comprendre tes forces et OK, comment j'utilise, quelles sont mes forces et comment je fais pour aller plus haut avec les forces que j'utilise. Donc, en tout cas, bref, donc 2010, première chaîne, Oui. YouTube, 2 vidéos. 2014. 2014, 2 Ouais. vidéos, J'arrête. tu arrêtes. Parce que je croyais que mes vidéos allaient faire des milliers de vues. Je me rends compte que pour ces vidéos-là, j'ai mis des heures. Parce qu'en plus, ma première vidéo, c'est un micro-trottoir. Ah ouais, Et tu sais que le direct. micro-trottoir, c'est compliqué à monter. Oui, Tu poses la même question à beaucoup de gens. Oui. Parce qu'en fait, c'est beaucoup de montage de Oui. vidéos en un seul. oui. Et donc, je vais me prendre un micro-trottoir. Et tu la montes toute seule, la vidéo? Toute seule, parce que là aussi, il faut d'abord apprendre à Ah oui, monter. c'est ça, parce que t'as pas de Et tu fais monteur. ton... Ben non, t'as rien. Bah ouais. Et c'est un flop total. Je dis, c'est pas normal. C'est pas normal. Je refais une deuxième, ça marche pas. Je me dis, bon, Je retourne mon côté voilà. ingénieur. on va, voilà. Uh-huh. Et 4 ans plus tard, je ressens que je suis plus mature pour revenir sur Ouais. les réseaux, mais je ne veux pas revenir comme avant. Ouais. Et ça, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'à ce moment-là, je décide de me former sur Ok. YouTube. Ah, ça Comment ça marche. c'est très important. ce que Ouais, tu je dis. vais prendre une formation chez des Américains. C'est très, Faut très comprendre. important. Comment YouTube marche et comment on croit sur YouTube. À l'époque, c'était un gars qui avait déjà une bonne chaîne, qui croissait bien, qui avait une formation qui marchait très bien. Et je prends sa formation et là, je découvre un univers que je ne comprenais pas du tout. Et je me rends compte qu'en fait, c'est pas juste faire une vidéo et venir la poster. Investir sur les formations, les gens négligent ça. Complètement, parce qu'on pense que les choses sont intuitives. Ouais. Parce que j'ai reçu Pathé Diallo, que tu as rencontré Oui. justement il n'y a pas longtemps. Et tu vois, il me disait ça justement aussi, qu'à un moment, il a acheté un club dans son parcours de vie. Et il n'avait pas les fonds à ce moment pour acheter le club, sauf que la personne qui vend le club lui parle d'un mode de financement qu'il ne connaît pas. Et ce qu'il fait, c'est qu'il a acheté une formation pour comprendre ce mode de financement et finalement revenir devant cette personne qui vendait le club pour le convaincre de lui donner le club donc à moitié prix et de continuer à le payer. Et donc, je trouve que c'est très important que des gens comme toi, des gens comme lui, qui réussissent dans leur domaine, te disent que je me suis quand même formé, j'ai payé des formations. Et donc, tu prends une formation pour te former sur YouTube. Oui, pour comprendre, parce que Ouais. j'avais déjà échoué une première fois. Je n'ai pas envie de recommencer Bien sûr. de la même manière. Et ça va tout changer, parce que dès ma première vidéo, Ouais. je sais où je vais. OK. Ma stratégie est établie. Enfin, et là, pour le coup, j'ai une vraie stratégie. Ouais. Je sais quelle est la niche sur laquelle je veux me lancer. Ouais. Parce qu'à cette époque-là, quand je crée Investir au pays, je me rends compte qu'il y a déjà beaucoup de formateurs en France, aux États-Unis, mais il n'y a personne qui fait de la formation business sur la zone Afrique. Oui. Or, je me rends compte que quand je parle des petits business, à l'époque déjà que je faisais en Afrique, ça intéresse beaucoup de gens. Et parfois, les gens me disent, je suis prêt à te payer, même si tu veux, pour que tu m'expliques comment tu fais ton élevage à distance, comment tu fais ceci, cela à distance. Et je me rends compte qu'il y a une niche. Mais plutôt que de prendre de l'argent, je ne sais même pas comment tarifer ça. Je ne sais pas comment délivrer pour que le gars soit satisfait. Je vais aller apprendre. Et donc, c'est comme ça que je me lance sur YouTube. Et tout de suite, dès ma première vidéo, dont je me rappelle d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, 6 raisons d'entreprendre en Afrique, Ouais. tu vas dire que le gars, rien que le titre, tu Ouais. vois que c'est là beaucoup Oui. plus travaillé Oui. que le gars qui... Il faisait le micro-trottoir. qui fait le micro-trottoir. Et quoi que ma première vidéo, quand je la publie, je la sors, pareil, j'utilise des stratégies parce que l'une des grosses erreurs que beaucoup de gens font, c'est que, surtout quand ils débutent, parce qu'après, tu n'as plus besoin de faire ça, mais c'est de mettre toute leur énergie pour créer du contenu et ils s'en vont. Ils ne réalisent pas que quand tu crées du contenu, il faut mettre beaucoup d'énergie pour distribuer ton contenu. Oui. Et ne pas compter uniquement sur l'algorithme Oui. quand Ne tu es pas compter nouveau. sur juste les gens. Ah, les gens vont liker, partager. Non, ouais. Il faut pouvoir publier ton truc à gauche, à droite, expliquer aux gens ouais. pourquoi ils doivent regarder. Et ma première vidéo va faire 500 vues en 24 heures. Ce qui est énormissime. Oui. Énormissime. Surtout pour une première chaîne, première vidéo. vidéo. T'as personne qui te suit Personne. encore. Ouais. Et il y a quelque chose, je pense que les gens ne réalisent pas,
qui est très stratégique et très smart de ta part, le nom de ta chaîne. Oui. Investir au pays. Ouais. Et je pense que ce juste au pays fait toute la différence Ouais. dans ta stratégie. Parce que tu aurais pu appeler ta chaîne investir en Afrique. Oui. Au début, c'est à ça que je pensais. Tu vois? Ouais. Mais ce côté au pays, je trouve, a rajouté cette connotation d'appartenance, cette connotation de il est des nôtres, on fait partie, on est ensemble. Tu vois, Ouais. c'est moins froid Oui. que d'investir en Afrique ou des trucs comme ça. Oui. Et je pense que pour moi, peut-être que tu l'as calculé ou peut-être que tu ne l'as pas calculé quand tu as trouvé ce nom, mais ne serait-ce que ce nom a changé, je pense, toute la donne par rapport à ta chaîne. Oui, ça, tu vois, c'est quelque chose que j'ai appris dans la formation. Ouais. Le nom de ta chaîne. Ouais. Mon ancien nom, c'était manger, bouger, maigrir. Tu vois, nom kilométrique. et dans la formation sur le nom, l'une des choses qu'il expliquait, c'est qu'il y a plusieurs stratégies pour trouver un nom de chaîne. Mais il disait que plus le nom de ta chaîne va être intuitif, va être dans le langage courant des gens, plus tu as de chances qu'on puisse le retrouver facilement. Et je me suis dit justement que quand on parle de nos pays, en étant dans la diaspora, on ne dit pas investir en Afrique. Oui, C'est pas le mot qui sort de la bouche. bien de ça. sûr. Je me suis rendu compte qu'on parfois on dit le bled, Le blé, exact. mais c'est très maghrébin. Oui. Et j'ai commencé à faire un petit sondage pour voir est-ce qu'il n'y a pas un truc que tout le monde dit à peu près, qu'il soit camerounais, ivoirien, sénégalais, dans lequel on va finalement se retrouver Tout en se majorité, retrouve, ouais. investir au pays. Et c'est la notion, tu vois, on en revient à cette notion que j'aimerais en tout cas que les gens ressortent de cette discussion qu'on a aujourd'hui, cette notion de travail. C'est-à-dire que dès le départ, tu t'es dit, cette chaîne, je vais la construire de A à Z. Tu t'es formé. Le nom n'est pas un hasard. Le Non. nom est réfléchi pour une fin précise, un résultat précis. Et tu vois, c'est tous ces gens qui peuvent dire aujourd'hui, ah, Philippe, il a de la chance dans ce qu'il fait. Ouais. Tu vois, juste le nom de la chaîne. Ouais. Non, c'est pas de la chance. Je me suis assis, comme tu dis, tu as posé des questions à ton entourage. Tu as essayé de trouver comment aujourd'hui des Sénégalais, des Togolais, des Béninois, des Camerounais peuvent se retrouver ne serait-ce que dans un nom. Ouais. Tu vois, donc investir au pays, tu trouves ce nom. Et c'est drôle parce que au début, j'ai failli ne pas lancer investir au pays. Ah ouais? Parce que j'avais 2 chaînes dans ma tête. Ok. Je pensais à 2 chaînes. J'avais une première chaîne qui était purement business, parce que moi, dans mon parcours, je pense que tu as peut-être suivi, j'ai été salarié un certain nombre d'années. Oui. Ensuite, j'ai basculé en consultant. D'accord. Donc, je me suis mis à mon propre compte. Et j'ai grandement augmenté mes revenus. Parce qu'en salarié, j'étais allé jusqu'à 3006, je crois, par mois. Et quand j'ai basculé en consultant, je faisais 12 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ok. Et je me suis rendu compte que c'était pas compliqué à faire, mais les gens ne savaient pas le faire. Et que si je faisais une chaîne pour expliquer aux gens comment on fait cette passation-là, j'allais avoir des clients. J'ai soumis l'idée à mes meilleurs potes, Ouais. investir au pays ou la chaîne business. Tout le monde m'a dit la chaîne business, Philippe. C'est là que tu vas gagner. Ah. Tout le monde, sauf une personne à qui je vais rendre hommage parce que chaque fois elle me sort ça, c'est ma femme. Elle est la seule personne qui m'a dit fais investir au pays. Et- J'ai dit, mais c'est quoi ton histoire d'investir au pays? Elle me dit, parce que quand je te vois, je vois ce qui te passionne, ce dont tu parles ici au quotidien naturellement, ce dans lequel je pense que les gens vont davantage se sentir à l'aise à t'écouter et à se retrouver en toi, c'est investir au Et il pays. n'y a personne qui te connaît mieux que ta femme. Donc on a lancé investir. Vous étiez ensemble depuis combien de temps à ce moment-là? On était déjà mariés. Hein. Ouais. On était mariés déjà là depuis 3 ans. Ouais. On était mariés depuis 3-4 ans. C'est ça. Elle est avec toi tous les jours. Ouais. Elle sait. Ouais. Et ben, je la saoule avec les discussions sur l'Afrique. Mais bien ainsi sûr. de suite. Bien sûr. Il n'y a personne Ouais. d'autre que elle qui peut mieux savoir c'est quoi qui te ressemble à ce moment-là. Ouais. Et donc, c'est ta femme qui te dit non. Va sur investir au pays. Voilà, elle, tu dois être gentil avec elle tous les jours. Hein. Oh là là. Et donc voilà comment je contre toute attente, parce que tout le monde attendait Ouais. déjà cette chaîne-là. Bien Parce que sûr. même mes potes voulaient faire la transition. Ils disaient, lance la chaîne, mon gars. Il va juste investir au pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Et après, elle m'a dit, une fois que tu as fait investir au pays, c'est même beaucoup plus simple de parler de ce genre de choses Oui. après. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Oui, finalement, ce côté que tu voulais développer sur l'autre Tu peux chaîne, après, oui. tu peux l'incorporer Tout à fait. dedans. Et donc, tu lances Investir au pays en Mars 2018. mars 2018. Aujourd'hui, donc, on voit ce qu'est Investir au pays, on va y revenir, mais c'est quoi tes premiers challenges? Au début,
honnêtement, je suis déjà très content de voir. Alors, au début, j'étais très content de voir que je faisais quand même plus de vues que Oui, ma première chaîne. Mais après, tu as fait 2 vidéos, c'est difficile aussi. C'est vrai. Et ma deuxième vidéo va faire un gros buzz. Ouais. Parce que tu vois, j'avais appris aussi les buzz Ouais. dans la formation. Et ma deuxième vidéo va être... Parce qu'en fait, il nous explique dans la formation que un des trucs qui marche très bien, c'est d'être contre-intuitif dans tes vidéos. Ok. C'est-à-dire que, par exemple, c'est de dire aux gens comment perdre du poids sans faire de sport. Uh-huh. C'est quoi son truc? Uh-huh. Comment perdre du poids sans régime. Tu vois, tu dis quelque chose qui semble naturel et après, tu apportes un truc qui est contre-intuitif par rapport à... Et ma deuxième vidéo parlait de arrêter de construire en Afrique. Il y a mieux à faire, quelque chose comme ça. Uh-huh. Et donc, les gens sont venus sur cette vidéo. Et ça, j'ai commencé à apprendre que les gens ne regardent pas les vidéos, ils lisent des titres. Oui. Ils regardent Parce des que dans la vignettes, ils vidéo, lisent des titres. c'est tout. Ouais. Dans la vidéo, j'explique pourtant le contraire. J'explique que il faut arrêter de construire parce que c'est un moyen facile de perdre de l'argent. Uh-huh. Tu n'es jamais là pour suivre ton chantier, ainsi de suite. J'explique en fait que la méthode la plus simple, c'est d'acheter des maisons qui sont déjà construites. Uh-huh. Donc, il y a mieux à faire que... Oui, Mais peut-être 10% des gens sont allés au bout de la vidéo. bien sûr. Mais le buzz, comme on dit, bon buzz, bad buzz, on parle de toi. Oui. Il y a du buzz. Il y a du buzz. Il n'y a pas de mauvais Et buzz. cette deuxième vidéo va vraiment avoir à l'époque beaucoup de vues. Je crois que j'étais là plus de 200 000 vues, 300 000 vues. Sur Facebook, je crois que ça va faire plus d'1 million de vues. Et oui, parce qu'à ce moment-là, tu postes aussi sur Facebook. Non. Non Que sur YouTube. Mais comment Je vais commencer au début à poster sur Facebook. Mais pareil, je vais me rendre compte que YouTube, ça prend un peu plus. Facebook, ça prend pas. Donc, je vais lâcher complètement Facebook. Ok. Je vais peut-être faire 1 ou 2 ans sans poster sur Facebook. Ok. Et quand ma chaîne sur YouTube va commencer à vraiment décoller, je me dis, bon, je perds rien à reposter sur Facebook ce que je poste déjà sur YouTube. Uh-huh. Et c'est là que YouTube va prendre Une autre ampleur. Ouais. Ah, donc finalement. Parce que du coup, je vais avoir 1 million sur Facebook avant YouTube. Ouais. Mais je n'ai pas vraiment cédé. Parce que j'estime que le million sur Facebook, c'est pas... Voilà, Oui, il est peut-être moins, entre guillemets, difficile à atteindre que sur beaucoup moins difficile. Ouais, que sur YouTube. Donc, mais tu mets quand même 2-3 ans avant de tu vois, déjà pris... Tu vois, c'est un peu comme si tu commences 2-3 ans avant sur YouTube. Ouais. Tu enclenches Facebook et Facebook arrive au million avant YouTube. Ouais, tu vois parce que Facebook, tu as l'effet viral. J'ai beaucoup de vidéos sur Facebook qui ont fait 1 million, 2 millions de vues. Ouais. Et cette vidéo, justement, elle va beaucoup tourner parce qu'il y a le côté intuitif et il y a le côté de... Mais ce que le gars là dit, c'est intéressant. Hein? Uh-huh. Et c'est comme ça que les gens vont commencer à se dire, mais en fait, ce qu'il dit là... Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Il faut peut-être qu'on commence à l'écouter. Parce que l'une des choses qui me convainc de venir faire du contenu vidéo sérieux, c'est parce qu'à mon époque, à cette époque-là, quand on regarde Internet, il n'y a pas de créateurs de contenu sérieux africains. Mm-hmm. Tu as des gars qui parlent de business en France, aux États-Unis, au Canada. Mais quand tu regardes l'Afrique, il n'y a personne. Mm-hmm. Et je me dis, c'est bien d'écouter les Américains et autres, mais il y a des réalités dont ils ne parlent pas parce qu'ils ne les connaissent pas. Ils ne connaissent pas, bien sûr. Et surtout, je me dis, dans notre communauté, il n'y avait que du sport, du rap, de la comédie. Et je me dis, mais c'est peut-être parce qu'il n'y a que ces gens-là qui sont visibles que ça contribue à véhiculer certains stéréotypes aussi. Ce serait peut-être bien de venir et de créer du contenu sérieux. Parce qu'il y a des gens comme moi qui sont dans un environnement sérieux et qui ont des choses à dire. Et ça permettra surtout à d'autres personnes qui, quand ils ont fini de regarder de la comédie, veulent regarder autre chose, d'avoir une alternative. C'est très intéressant ce que tu dis parce que je me retrouve un petit peu confronté à ça avec ce nouveau format que je développe. C'est que je me rends compte que j'ai des papas à moi, tu sais, qui sont retraités et tout, qui ont 60, 70 ans aujourd'hui, qui ont réalisé des grandes choses. Et quand tu regardes à âge égal, aux États-Unis, en France, tous ces gens-là font le tour des podcasts. Tout à fait. Ceux qui ont réussi, pour partager leur histoire, donner des clés aux nouvelles générations, inspirer, partager. Ici, quand je leur demande de venir dans le podcast, ils ont peur. De l'œil, de la bouche, de ce que les gens vont en dire. Ils ont peur d'être devant les caméras. Et je parlais avec une tata et je lui disais, mais tata, si toi tu viens pas témoigner, si toi tu viens pas partager aujourd'hui ce que toi tu as réalisé à faire de grand dans ce pays, comment tu veux pas que des jeunes prennent la pirogue en disant mais on n'a rien à faire ici, il n'y a rien à développer. Si on ne donne pas non plus d'exemples de gens qui ont réussi à faire des choses,
Eux, ils voient que les exemples de l'autre côté de un tel qui est parti, qui a réussi à l'étranger, un tel qui est parti, qui a réussi à l'étranger. Tout à fait. On leur montre pas. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de t'avoir parce que, tu vois, je ne le savais pas, alors que pourtant on se connaît depuis un moment, mais tu as grandi sur ce continent, tu as fait tes études sur ce continent. Oui, tu allais prendre de la connaissance à l'extérieur, tu aurais pu rester à l'extérieur. Tout à fait. Tu avais déjà des business qui tournaient, ta chaîne YouTube qui grandit. Pourquoi ? Je n'ai pas besoin de m'embêter. J'ai mes habitudes, ma femme peut-être à son boulot, mes enfants sont dans leur école. J'ai pas besoin de recommencer quelque chose à zéro autre part. Mais ça a été important pour toi et tu l'as dit, même si inconsciemment, peut-être quand tu as fait ta demande de visa, tu as dit mon but c'est de revenir ici et de faire quelque chose. Tu es revenu. Entre les deux mondes, tu as préféré repartir de zéro, même si tu as une base avec ta chaîne YouTube et tout pour avoir du financement dans ce que tu fais, mais tu as préféré repartir de zéro et recommencer sur le continent. Tu vois ? Et on a besoin de gens comme toi qui montrent que c'est possible de faire des choses ici. Tu vois ? Qu'on n'est pas obligé de faire. Et dans une interview, tu le disais, que même quand tu fais des choses ici, quand tu vas réussir des choses ici, tu vas les réussir x10 que si tu avais fait la même chose en Occident ou aux États-Unis. Complètement. Tes résultats vont être multipliés. Mais bon, bref, c'est pour revenir à ce que tu disais sur le fait qu'on manque d'exemples. Oui. On manque d'exemples et on a besoin. Les tontons, si vous regardez l'épisode YouTube, venez parler, venez vous asseoir, venez partager. Bon, bref. Tu as raison, on va aller les chercher. Il faut. Tu vois, et je trouve que quand je regarde même les podcasts dédicaces, Kai, Moulay, tu vois, tout ça, je trouve qu'on est bloqué à un certain niveau d'âge de génération qui vient parler. Et je trouve, Oui, c'est constamment un peu des jeunes, ainsi de suite. ouais, un peu des jeunes ou aux plus âgés, ils vont avoir 40, 50 ans. Ouais. Mais ceux qui ont aujourd'hui 60, 70 ans, il faut qu'on aille les chercher et c'est eux qui doivent venir justement donner les clés. C'est eux qui ont vécu des choses. Oui, et je le vois quand j'interviewe mon père sur la chaîne. Parce que je fais quelques interviews avec lui. Elles sont extrêmement appréciées. Je rencontre par exemple des personnes qui disent « Ah, j'aurais aimé que mon père me parle comme ça. » Je connais même des gens qui m'ont dit « Les interviews avec ton père ont causé des problèmes parce que ma mère a dit à mon père « Pourquoi tu ne dis pas ci? Pourquoi tu ne fais pas ça aux enfants ?» Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de papas qui n'ont pas joué leur rôle ou qui n'ont pas été là, qui ont été absents pour plusieurs raisons. Et beaucoup d'enfants ont très vite été confrontés à des choix dans la vie sans avoir personne pour leur dire « Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Et c'est d'autant plus que je me dis « Mais quand on est déjà à cet âge-là, on n'a plus rien à perdre. Qu'est-ce qu'un papa de 60 ans, 70 ans, tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Au pire, qu'est-ce qui va t'arriver? Mais après, bon, c'est une discussion plus longue où on pourrait aller, mais c'est vrai qu'aussi, excuse-moi, mais les médias, souvent, dans nos pays, n'aident pas parce qu'ils vont aller chercher du potin, ils vont aller chercher du truc, et ce qui fait que ça ne leur donne pas confiance de venir s'exposer. Mais donc, bref, tu disais que tu remarquais donc, qu'il y avait un manque d'informations, en tout cas sur le côté business en Afrique et tout. Et donc, tu y vas et tu fonces. Oui, parce que je me dis, il faut qu'on montre ce que les gens font et surtout qu'on inspire un maximum de personnes à rentrer. Parce que mon père dit souvent que le problème de l'Afrique, ce n'est pas le fait qu'il y ait des gens, c'est qu'on n'a pas atteint de taille critique. Si tu veux avoir un changement, une révolution, peu importe dans le secteur, il faut que vous atteigniez un certain nombre suffisamment grand pour peser sur la balance des décisions. Et ça, bien évidemment, je m'en suis inspiré pour me dire, mais en fait, c'est la même chose. Ce n'est pas ce que je fais en Afrique tout seul qui va faire un quelconque changement, peu importe ce que je réalise. Il faut qu'on soit davantage nombreux. Et donc, il faut aller chercher d'autres personnes pour leur faire comprendre qu'elles peuvent, elles aussi, faire pareil, voire mieux. Et quand tu lances la chaîne Investir au pays, parce que comme tu as un niveau de réflexion et de préparation, est-ce que tu as déjà un plan à N+5, N+10, ou tu ne te mets pas encore de pression à ce niveau-là et tu te dis, bon, on va déjà voir la première année, ou tu as déjà une vision? Si, bien sûr. J'ai une vision qu'avec le temps, je vais retoucher. Mais en fait, l'une des choses que je vais apprendre sur YouTube, c'est qu'il faut être ouvert au test. C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'adaptation. Je vais tester énormément de choses. Je pense que les gens qui me suivent un peu le voient. Moi, je teste énormément. Et parce que comme je suis en train un peu de créer quelque chose, je n'ai pas un modèle pour dire, surtout à cette époque-là, je veux faire comme tel. Il n'y a personne. Je sais quels sont les concepts qui peuvent marcher ailleurs, mais je pars du principe que mon audience, ce n'est pas l'audience des autres. Il faut trouver ce qui leur plaît, ce qui me plaît moi, qui te caractérise, pour que je puisse être à l'aise d'en parler, trouver ce match-là. Et pour ça, je teste plein de choses. Donc, moi, ça va plutôt être par palier.
c'est-à-dire les 100 premiers abonnés. Après, parce que j'ai rapidement eu 500 abonnés. Après, les 1000 premiers. Après, le jalon, c'est 10 000. Moi, j'ai plutôt fonctionné par jalon. D'accord. Et pas par année. D'accord. D'ici 1000, d'ici 10 000, D'accord. d'ici 50 000, d'ici 100 000, ainsi de suite. D'accord. Et donc, sur la première année, est-ce que tu sais combien de vidéos tu fais à peu près? Non. Mais très rapidement, parce que dans la formation, il nous explique aussi qu'il n'y a pas de règle. Ça dépend de ce que tu fais. Mais la cadence idéale sur YouTube, c'est 3 vidéos par semaine. Ok. C'est ce qu'il nous enseigne un truc. Donc, au début, je n'ai pas l'énergie pour faire... Parce que tu bosses en même temps. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est que tu bosses en même temps. Tu as madame, les enfants à la maison. À gérer. Et en fait, tu as ta chaîne YouTube que tu veux développer. Et c'est ça. Tout à fait. Et je suis seul à le faire. Il faut monter. Les gens le voient, ils ne s'en rendent pas compte, mais le temps de tournage n'est pas le temps le plus important. Le temps de montage prend 3-4 fois plus que le temps de tournage. Donc, quand on fait une vidéo d'1 heure, dites-vous que derrière, on prend 3-4 heures, parfois plus même, pour monter cette vidéo d'1 heure. Donc, et là, à l'époque, c'est moi qui monte. Ouais, t'es tout seul. Ah, le fait que j'apprends à monter, donc je fais forcément beaucoup d'erreurs. Mais bien évidemment, et c'est pour ça que tu ne réussis pas dans ce truc si tu es là pour l'argent ou si tu es là pour la notoriété. Tu ne réussis que si tu trouves une thématique qui te passionne vraiment. Si tu as vraiment une valeur que tu veux oui, vraiment. amener. Parce que et c'est pour ça que quand les gens me disent que je travaille, je ne le ressens pas comme ça. Oui. Je ne le ressens pas comme ça. Oui, toi, jusqu'à présent, malgré les années qui sont passées, malgré les succès, tu prends toujours du plaisir à rencontrer les gens, à discuter, à avoir les discussions et tout. Et donc, tu lances la chaîne. Et c'est quoi les premiers retours de ton entourage, la famille, quand tu lances Investir au pays? Bof. Est-ce que tu partages sur WhatsApp Oui, je partage beaucoup à tout le monde. Ouais. C'est même ce qui est recommandé. Est-ce que quand tu lances une chaîne, tu dois aller chercher tes premiers abonnés dans ton entourage et créer un effet de distribution, c'est-à-dire qu'ils reçoivent, ils partagent. Et comme c'est le début, que ce sont les premières vidéos que tu envoies, ils vont le faire. Ouais. Au bout de la 20e, ils ne vont plus le faire. Ils sont fatigués. Donc, je passe par ce canal, je pulvérise tout le monde. Et rien de spécial. Parce que le premier thème parle aux gens. Donc, c'est plutôt en mode « Ah, c'est pas mal, tu avais raison, ainsi de suite. » Les gens m'écrivent et je leur dis tout le temps « Allez commenter sous la vidéo. » C'est pas ici qu'il faut me dire c'est pas mal, ainsi de suite. Donc, les premiers regards, c'est plutôt, je pense, ouais, pourquoi pas. Il a fait une vidéo, après une deuxième, après une troisième. Mais je pense que pendant très longtemps, les gens ne vont pas me prendre au sérieux. Oui, les gens se disent c'est un délire. Voilà, c'est un délire qu'il a, ça va passer. Même les plus proches, ils ne vont pas me prendre au sérieux. Et je pense que quand ils vont peut-être voir certains... Le premier jalon qui va faire que les gens se disent « Ah ouais, ce truc-là, c'est peut-être quand je vais avoir les 100 000 abonnés. » Ok. Donc, c'est quand même plus d'un an après. Donc, là, ils vont se dire « Ah ouais, quand même. » Ah, mais ça arrive très vite. Donc, en un an après que tu lances la chaîne, tu atteins déjà le cap. Peut-être 1 an et demi ou 2, je ne sais plus. Ouais, ça va quand même. Oui, ça va un peu vite quand même. Ah oui, donc ça va très très vite. Ouais. Parce que je pense que beaucoup de youtubeurs, il leur faut plus d'un an, 1 an et demi pour atteindre les... Peut-être, oui. Ah, waouh. D'ailleurs, j'allais te demander, c'est quoi, aujourd'hui, si tu devais choisir 3 moments clés de la chaîne qui t'ont marqué dans l'histoire de la chaîne aujourd'hui, ça serait quoi tes 3 moments clés que tu retiendrais? Forcément, le début. Ouais. Les premières vidéos, parce que je les tourne depuis notre petit appartement à l'époque. On vient d'avoir notre 2e. Ouais. On est dans un tout petit studio. Et j'y crois. Ouais. Alors que finalement, avec le recul, je me rends compte que c'est quand même particulier de croire que ça pouvait marcher, ce truc-là. Mais j'y crois à fond, je me donne les moyens de réussir. Donc je pense que le début, ça reste mémorable parce que je me revois jusqu'aujourd'hui dans mes premières vidéos. Et pendant longtemps, je pensais que je n'avais pas changé mon flow, que tout était pareil. Jusqu'à ce que j'ai la discussion avec des gens qui me disent « Mais en fait, non, tu racontes, va te réécouter aux premières vidéos. » Et ça n'a rien à voir. Ton flow, l'assurance. Oui. Parce que dans ma tête, je me disais, comme je m'étais préparé, je m'étais formé, donc je savais un peu ce que je faisais. Et je suis reparti écouter. J'ai fait ça une seule fois. Et c'est vrai que quand je reprends ma vidéo maintenant, je me dis, ouais, c'est vrai. Je suis beaucoup plus fluide. Bien sûr, il y a une expérience qui est rentrée. Mais je ne crache pas sur mes premières vidéos parce que la plupart du temps, il y a des gens qui, quand ils reviennent à leur première vidéo, se disent « Ah, Berk, c'était vraiment... » Sans ces premières vidéos, tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. Elles font partie de l'histoire de l'ADN. Et comme tu as dit, c'est même la fondation de tout ce qui est aujourd'hui. Donc, dans tes 3 moments, le premier moment, ça serait d'abord le lancement. Le lancement.
Le deuxième, c'est... ça va pas être des vidéos particulières, parce que j'ai beaucoup de leçons à les vidéos. Ça va être le fait que je me rende compte que un média, fût-il sur Internet, c'est un pouvoir. Et ça, je vais le voir au regard que des gens qui, si on nous place normalement à 2 dans la société, sont beaucoup plus élevés, vont avoir vis-à-vis de moi. D'accord. Et là, je vais me rendre compte qu'en fait, avec Investir au pays, je tiens vraiment quelque chose. D'accord. Un pouvoir que je néglige, mais en fait, qui, s'il est bien utilisé, peut avoir... Tu as un moment particulier pour nous imager ce sentiment? Genre une personne en particulier qui t'a fait réaliser ça? Oh, il y en a plusieurs. Par exemple, ça, c'est toujours très surprenant pour moi quand je viens discuter avec un industriel, quelqu'un qui est supposé être hyper busy, et qui me parle de ma dernière vidéo. C'est pas genre, je te suis. Oui, c'est j'ai regardé, Voilà, j'ai analysé. Et te dit la dernière vidéo. Et ça prouve, ça c'est le truc ultime. Parce que avant, je me disais, mais maintenant, quelqu'un me dit, je te suis, je demande, c'est quoi la dernière vidéo que tu as regardée? Et c'est un truc qui date de 6 mois. Oui, je comprends. Mais là, il te donne quelque chose de récent. L'actualité. De l'actualité de la chaîne. Et tu comprends qu'en fait, ça crée une responsabilité. Tu te dis, mais en fait, il y a des gens sérieux qui suivent. Et je ne peux pas raconter des bêtises, en fait. Il faut que tu sois très sérieux dans ce que tu documentes ce que tu dis, que tu ne sois pas quelqu'un qui transmet des fake news, parce que derrière, en fait, ça peut pousser les gens à prendre de mauvaises décisions. Ouais. Et puis ça rajoute du crédit à ce que tu fais, ou ça peut au contraire te discréditer au niveau de ces gens-là qui aujourd'hui sont des personnes importantes dans leur domaine. Donc les débuts, ce type de rencontres-là. Ce type de rencontres. Si je pourrais te donner un troisième moment... sur la création de contenu, je dirais le fait d'avoir lancé le podcast. Parce qu'on a lancé un format différent. Oui. Tout au long de mon temps sur YouTube, j'ai passé beaucoup de temps à essayer des concepts. Oui, ça tu l'avais dit au début de la discussion. Parce que si tu veux, comme on ne fait pas, dans le secteur dans lequel je suis, c'est un secteur dans lequel les gens s'épuisent vite. Si je fais des vidéos pour dire voilà les business qui marchent, au bout d'un certain temps, ça marche beaucoup au début, il y a beaucoup d'enthousiasme, et puis au bout d'un certain temps, les courbes tombent. Donc je suis constamment en train de chercher le truc qui va me permettre d'avoir une certaine constance dans la chaîne. Et j'ai trouvé ça avec le podcast. Parce que je me suis toujours dit, mais je veux trouver un espace dans lequel je vais permettre à des gens de venir parler légitimement sur ma chaîne, sans qu'on ne me dise mais lui il n'est pas entrepreneur, lui il n'est pas ceci. Et avec le podcast, j'ai trouvé un cadre qui permettait de ramener des gens pour parler de leur succès. Et donc ça m'a permis d'aller chercher des gens avec qui j'aurais bien aimé parler depuis longtemps, mais je ne savais pas comment le faire. Parce que tu ne savais pas sous quel angle les prendre. Et le podcast m'a permis justement aujourd'hui de pouvoir discuter avec une pléiade de personnes totalement différentes. Bien sûr. Et ça, oui, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que je crois qu'il y a eu un vrai shift aussi sur la chaîne quand j'ai commencé à ramener ce type de profil. Ok, d'accord. Donc, tu vois, on parle des succès de la chaîne, des moments marquants, mais il y a le revers de la médaille aussi. C'est quoi aujourd'hui, comment tu réagis justement aux critiques et autres? Parce que aujourd'hui, certes, il y a la chaîne Investir au pays, mais tu es devenu aussi une personne publique. Tu vois, tu es quelqu'un qui suscite des réactions, qui suscite des émotions. Et en faisant mes recherches, je vois aussi qu'il y a des gens qui essaient de surfer sur ton buzz. Forcément. On va dire les termes. Forcément. Parce que forcément, quand tu écoutes ce qu'ils racontent, il n'y a aucun argument concret et tout. Ils essaient de surfer sur des titres de vidéos. Ils essaient de surfer sur ça pour amener du monde, de leur audience sur leur chaîne. Comment toi, aujourd'hui, tu te positionnes? Parce que par rapport à ça, parce que avec l'expérience, j'imagine que tu as beaucoup plus de recul aujourd'hui par rapport à ça. Mais au début, c'est dur quand tu dois voir des critiques ou des choses comme ça. Sachant que toi, la volonté qui t'anime et l'image que tu veux refléter du continent, tu fais des choses positives, tu fais des choses pour mettre de la lumière et tu vois des gens qui veulent te mettre des bâtons dans les roues. C'est quoi tes premières réactions? Là encore, je m'y attendais un peu. Ouais. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je suis quelqu'un qui suis vrai. Et dans la vraie vie, je ne suis pas ami avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, je sens bien que celui-là, il n'est pas trop pour. Et pareil, il y a des gens avec qui je ne m'entends pas.
On n'a pas de problème, mais on n'est pas amis. Oui. Simplement, on s'est dit que ça ne passe pas. Et j'ai considéré que, pareil, sur Internet, ce ne serait pas l'endroit où je vais être ami avec tout le monde. Et j'ai très vite su que le fait que des gens te critiquent ne veut pas forcément dire que tu fais mal. On dit chez nous qu'on ne jette pas on jette des pierres sur un arbre qui porte des fruits. S'il n'y a pas de fruits, on passe son chemin. C'est très bien dit ça. Donc, s'il jette, c'est parce qu'il Effectivement. voit des fruits. Donc, j'ai rarement été dans la position de quelqu'un que ça a beaucoup gêné, Ouais. beaucoup frustré. Et en général, si tu veux, même les fois où il y a eu des gens qui ont fait des vidéos pour raconter vraiment des choses qui étaient horribles, ça m'énerve sur le coup, mais rapidement, je retombe, quoi. C'est-à-dire, je comprends que... Je te pose la question parce que je parlais avec une amie et qui disait, tu sais, sur la santé mentale, parce qu'il y a des choses, tu sais, l'être humain, on est très fort on peut réussir 99 choses, mais il y a une chose qui va être négative, on va mettre tellement d'énergie à réfléchir, à penser à cette chose négative que ça peut te ronger. Et tu vois, justement, avec l'exposition que tu as, et bon, justement, tu as en plus de monde qui peuvent avoir des avis négatifs, et c'est ça, savoir sur la santé mentale. Rappelle-moi, parce que je viens de me rappeler un gros moment sur la chaîne qui fait partie du top 3 que je ne vais pas citer. Donc, quand on finit ce point, pas de problème. il faut que je revienne dessus. Mais c'est ça. Il mérite d'être dans le top 3. C'était savoir, c'est ça, sur ta santé mentale en tant qu'homme. Justement, très rapidement, si tu veux, je me documente pas mal, donc je ne subis pas beaucoup de choses. Ça dit qu'il y a des choses qui, quand elles arrivent, moi, mon objectif dans la vie, c'est de parvenir à prendre des décisions très rapidement. Et pour pouvoir prendre des décisions très rapidement en tant qu'entrepreneur, dans la famille et autres, il faut développer une bonne capacité de synthèse. D'accord. Donc, je sais très rapidement décider si je dois m'inquiéter, m'alarmer ou pas du tout. D'accord. Et ce que j'ai décidé de faire très rapidement, c'était que tous ces discours qui étaient un peu négatifs ne devaient pas arriver à moi. Donc, je ne les écoute pas. D'accord. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai interdit à tout mon entourage de me parler de choses qu'ils peuvent voir. Qui sont négatives, sauf si elles sont vraies. D'accord. C'est-à-dire que si quelqu'un vient et fait une vidéo en disant Philippe a fait ci, Philippe a fait ça, et qu'il y a du fact-checking, ok, c'est factuel, là oui, il faut soit répondre, soit contacter la personne pour trouver une solution à l'amiable, ce genre de choses. Mais les gens qui font des vidéos pour essayer de... Non, je n'en suis... Bien souvent, je ne suis pas au courant. Bah, tant mieux. Donc, je pense que c'est le meilleur moyen, justement, de se préserver de ça. Parce que si tu essayes d'accorder de l'attention à ça, ça devient très facile de t'atteindre. Ouais. Chacun peut se lever, faire une vidéo, et tu es derrière pour essayer d'y répondre. Ouais, et puis finalement, c'est de l'énergie perdue, Oui. et il n'y a rien qui sort de ça. Donc, tu dis que tu as un moment Oui. dans les top 3. Oui. Il y a eu... et si je n'avais pas parlé de ça, je crois que les gens qui suivent la chaîne seraient dit, mais pourquoi il n'a pas parlé de ça? Ça a été un vrai moment. Un game changer dans la chaîne. Ouais, peut-être 500 000 abonnés. On était quand même une grosse chaîne, 500, 600 000. C'était il y a 2 ans, je crois. Et il y a 3 ans, pendant le Covid. Ok. Je suis allé au Cameroun. En fait, il y a eu une grosse affaire au Cameroun, même pas au Cameroun, pas plus qu'au Cameroun, une multinationale arnaque qui s'appelait, je sais pas, Liep Limal. Oui. Cette structure-là avait créé une pyramide de Ponzi dans laquelle elle demandait aux gens de leur confier de l'argent. Ils allaient faire du trading et ils allaient donner des rentabilités folles aux gens qui faisaient de l'investissement chez eux. On a beaucoup de cas comme ça. Juste qu'eux, ils surfaient sur une nouvelle tendance, les crypto-monnaies. Et il disait aux gens que tu me donnes de l'argent, je vais le faire pour toi. J'ai entendu parler de ce truc-là pour la première fois pendant le Covid, parce que le premier confinement, on était à Paris. Le deuxième, avec toute la famille, on allait en Afrique. D'accord. On ne voulait pas rester confiné. Donc, on l'a passé au Cameroun. J'étais tous les jours au champ, je faisais des vidéos pour montrer ce que je faisais. Et pendant cette période-là, beaucoup de gens sont venus vers moi pour me dire, mais est-ce que tu as entendu parler de Liep Limal, cette structure-là qui demande aux gens d'investir dedans? J'ai dit, comment ça marche? Dès qu'ils m'ont expliqué en quelques secondes, Tu as démonté le j'ai système. compris que c'est une arnaque, que ça ne tient pas debout. Et donc, j'ai commencé à... je me suis rendu compte que beaucoup de gens commencent à me contacter pour me demander, parce que comme je fais du business, dans l'esprit des gens, ben, Philippe, comme il fait du business, avant de m'engager dans quelque chose, je vais quand même lui demander son avis. Et j'ai commencé à dire aux gens non. Et donc, j'ai décidé donc de faire une série de vidéos pour expliquer aux gens que cette structure-là, en fait, elle n'est pas bonne. Et tu vois, et là, pour le coup, tu te positionnes vraiment dans la société. Oui. Et je rappelle que cette structure-là, et à ce moment-là, je ne le sais pas, mais c'est une structure dans laquelle des colonels, des généraux, des gens haut placés
ont mis beaucoup d'argent. Aïe, aïe, aïe. Et ça, je ne le sais pas à ce moment-là. Et donc, je fais naïvement ma vidéo pour dire que c'est du fake. Et je ne sais pas non plus à quel point cette boîte-là brasse de l'argent. Aujourd'hui, Olivier, je pense que cette arnaque-là est probablement la plus... C'est le Madoff africain. Je pense que quand on fait des estimations, on a dépassé le milliard de dollars en francs CFA. Parce qu'en fait, il est parvenu à créer un système pyramidal dans lequel il a pompé beaucoup de sous dans la diaspora. Il y a des gens qui ont vendu leur maison, qui ont pris l'argent de la vente de la maison et qui ont mis dedans. Donc, au début, quand j'en parle, je ne suis pas au compte de tout ça. Je ne sais pas dans quoi je mets les pieds. J'en parle juste comme Sauf qu'au fur et à mesure on est venu me demander. Le dossier avance, tu commences à creuser. Parce que quand j'en parle, et j'ai fait même une émission en direct, des gens qui ont investi là-dedans viennent dans le live et d'autres personnes comme moi viennent pour dire que c'est pas bon. Des économistes viennent pour dire que c'est pas bon. Mais les gens qui ont mis de l'argent dedans viennent pour dire vous racontez n'importe quoi. Parce qu'eux, ils y croient. Ça marche. Ouais. La preuve, ils nous remboursent. Tu sais qu'un système de Ponzi, le problème, c'est pas qu'on te rembourse. Oui. Le problème, c'est quand les gens commencent à demander qu'on leur remette leur argent. Ouais. Et donc, ils disent non, ça marche, et ainsi de suite. Et j'ai fait 1 ou 2 émissions. Après, je passe à autre chose parce que je me dis, bon, le but de ma chaîne, c'est pas non plus d'être là matin, midi, soir, de faire un focus sur le truc. J'ai déjà alerté, j'ai déjà dit que c'était pas bon, je m'en vais. 1 an plus tard, les gens reviennent maintenant en masse pour me dire, en fait, tu avais raison. Ça fait 6 mois qu'on n'est pas remboursé, ça fait ceci, ça fait cela. Et je vais donc commencer à faire une série de vidéos qui va peut-être durer 1 mois. Tous les soirs. Tous les soirs. On va faire un live pendant lequel on va inviter des gens à venir témoigner et on va entendre des histoires rocambolesques. J'ai mis toutes mes économies. Ma mère et moi avons tout mis. On leur a donné 10 000 euros, 15 000 euros. Et là, les langues se délient. Les gens viennent parler en direct. Et la chaîne prend une autre tournure. On fait des lives à 20 000 personnes. Moi, ma fréquence d'habitude, c'est 1 000, 2 000. Waouh. Là, j'ai fait des lives à 20 000 personnes. Waouh. En direct. Ouais. Et il est 1h du matin. Ouais. À 1h du matin, tu as 20 000 personnes en semaine. En semaine. Les gens qui vont... Et tu comprends que... Ouais. Là, il y a quelque chose. Il y a un gros truc derrière. Ouais. Et là, je commence à me renseigner et je me rends donc compte que des gens au Canada. Et on me dit, Philippe, il n'y a pas une famille camerounaise au Canada qui n'a pas mis de l'argent là-dedans. Et on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas qu'au Canada. C'est au Bénin. C'est au Burkina. C'est en Côte d'Ivoire. Oh là là. Ils ont des succursales partout. Et le truc brasse de l'argent. Et derrière, quand tu en parles, on te dit, mais non, il a... Et comme moi, je fais de l'agriculture, on dit, mais non, c'est parce que tu fais de l'agriculture comme lui que tu veux le couler. Tu es son concurrent. Des raisonnements à la con comme ça. Et là, je me dis, cette fois-ci, je ne vais plus vous écouter. Parce que c'est ce genre de discours qui ont fait que la première fois, je laisse tomber. Cette fois-ci, on va en parler jusqu'au bout. Et quand je commence à en parler, donc, ça crée réellement un vent de panique. Bien et sûr. Les gens commencent à dire, en fait, vous ne nous payez pas depuis des mois en nous faisant des promesses. Maintenant, on ne veut plus être payé, on veut être remboursé. Et donc là, tu as une vague de personnes qui demandent le remboursement. Et ils se rendent compte que l'entreprise n'a plus d'argent. Et les procès commencent à se suivre. Le monsieur, il est interpellé par les autorités camerounaises. On lui retire son passeport. Je ne sais pas comment le lendemain, il parvient à sortir du pays pour aller, je crois que c'est en République centrafricaine. Et il a ces gars, ces gourous qui disent, vous voyez, on lui a repris son passeport, mais finalement, on lui a remis parce que les autorités ont compris qu'il ne faisait pas d'arnaque. Jusque-là, je ne sais pas à quel point le truc est nébuleux derrière. Donc, enfin, je ne sais pas à qui je m'attaque, littéralement. Et je pense que c'est tout là, parce qu'au final, on va finir, pour faire simple, on va démanteler complètement le truc. Ouais. Les gens ne vont pas être remboursés. On va avoir des prévisions de chiffres, des gens qui étaient en interne, qui nous expliquent, parce qu'avec l'argent des gens, il a créé une compagnie de jet privé, il a créé plein d'investissements au Ghana où il a acheté de l'immobilier, ainsi de suite. Et au final, tout ça sur du vent, du Ponzi. Et le fait de se rendre compte que, grâce finalement à investir au pays, on va parvenir. Parce que quand je commence à en parler pour la 2e fois, il y a des gens qui étaient en train de vouloir mettre de l'argent dedans. J'ai même une très bonne amie à moi, à l'époque, qui me contacte. Elle me dit, Philippe, j'ai besoin de 25 000 euros. Je sais que tu n'es pas d'accord. C'est pour mettre ça là-dedans. Mais je te demande de me prêter. Je lui ai dit, on a une relation qui fait que, non, je ne peux pas te refuser. Ah, tu lui prêtes quand même, malgré que tu sais que... Parce que je sais que, par contre, elle, je connais sa situation financière. Je sais qu'elle travaille en Suisse. Oui, non, tu sais qu'elle peut te rendre... Je sais qu'elle peut me rembourser. Oui. Mais je lui dis quand même que... Et je ne veux pas dans le cas de figure dans lequel je t'ai dit non. Et ça crée un problème entre vous.
Ok. Donc, je vais te prêter. Mais tu sais que je sais que c'est une arnaque. Je vais lui prêter les 25 000. Elle va les mettre là-dedans. Elle ne va pas avoir un centime. Oh là là. Elle ne va pas avoir un centime en retour. Et donc, quand moi je vais en parler, je vais parler comme quelqu'un qui vit ça de près. Parce que du coup, comme je connais des gens qui sont vraiment faits ouais. à voir, ils vont me remonter les contrats. Je veux dire, on va faire des vidéos où j'invite des juristes, on démonte le contrat. J'invite des informaticiens, on démonte leur système. J'invite des financiers. Ah ouais, si c'est moi qui parle, on va dire que oui, mais toi, tu n'es pas techniquement. Donc, j'invite des sachants. Ouais, une vraie enquête. Une vraie enquête qui viennent, et tout ça grâce à YouTube et Facebook, parce que du coup, on fait les lives sur les deux. On en parle, et les gens sont connectés, et les gens... et ça, je crois que ça fait partie des épisodes qui vont extrêmement me crédibiliser auprès des gens. Parce que du coup, ils vont se dire, ce gars-là, Il me raconte pas du il tout. est honnête. Ouais. Et non seulement il est honnête, mais il est courageux. Parce que dans notre environnement, Bien sûr. qui vient parler de ce genre de choses? Il est courageux pour en parler, ainsi de suite. Parce que malheureusement, je ne sais pas si au Cameroun c'est pareil, mais au Sénégal, tu vois, quand il y a des problèmes, on est plus dans... On dit le masla ici et tout, tu sais, de cacher ou de... Tu vois, on n'en parle pas sur la place publique comme ça. Tu vois, alors qu'au contraire, je trouve que c'est des choses, on devrait... Clairement. Et donc, du coup, je crois que ça va être un gros épisode sur la chaîne. Parce qu'à partir de cet épisode-là, à chaque fois qu'il y a eu des pyramides de Ponzi, les gens t'ont remonté. On nous a remonté, on a enquêté, on en a parlé. Du coup, que ce soit... Maintenant qu'on est basé en Côte d'Ivoire, pareil, on a eu le même problème avec des sociétés de VTC qui collectaient l'argent des gens, parce que le VTC commence à arriver au Sénégal. Et ça va arriver ici. Quand Yango est arrivé en Côte d'Ivoire, il y a des sociétés de VTC qui se sont créées, qui ont commencé à dire aux Ivoiriens, donnez-nous de l'argent, on va acheter des voitures pour vous, et on va vous promettre des rentabilités folles avec ces taxis-là. Moi, j'étais de passage à Abidjan, comme je te dis, je voyage beaucoup, comme là maintenant à Dakar, et je vois des affiches dans la ville. Disant, pour moi, tout de suite, tu vois que c'est du faux. Et je me dis, mais c'est affiché quand même. Ouais. J'espère que... Après, au début, je me dis, bon, personne ne suit ça. Non, mais c'est à partir du moment où c'est affiché, c'est public comme ça, c'est qu'ils ont des rentabilités. Énorme. Là, et du coup, pareil, je laisse, je m'en vais. Et jusqu'entre-temps, je reviens, je m'installe en Côte d'Ivoire. Et je vois toujours les panneaux. Et je me dis, mais c'est pas possible. Ces gars, ils doivent brasser de l'argent de manière incroyable. Et je commence à en parler donc sur la chaîne, à faire des alertes. En disant, en fait, excusez-moi, mais je suis sur Abidjan maintenant, je peux pas voir ça et me taire. Ces gars-là, ils passent à la télé. On les crédite comme étant de grands entrepreneurs, mais à défaut même d'être au moins des pyramides de Ponzi, ils font de l'appel public à l'épargne et ils n'ont pas le droit. Parce que dans le monde financier, c'est régulé. C'est régulé. Il n'y a qu'une banque, une assurance ou un de leurs mandataires qui a le droit de dire aux gens, voilà un produit financier, vous pouvez miser de l'argent dessus, vous allez avoir une rentabilité. Mais des sociétés qui ne sont pas régulées, qui font des appels publics à l'épargne au vu et au su de tout le monde, c'est pas possible. Là encore, quand je parle, dans mon esprit, c'est juste une société qui est en train de le faire. Je ne réalise pas que... L'ampleur derrière. Qui est derrière, parce que c'est derrière qu'ils sont soutenus. Et je commence à en parler. Et quand je commence à en parler, comme d'habitude, tu allumes la mèche et les gens commencent à remonter. En fait, ils ne nous remboursent plus, ils ne nous suivent plus. Et donc, je prends l'initiative à ce moment-là de demander aux directeurs généraux de ces entreprises une interview qu'ils acceptent. Ah, même ils sont fous. Donc, je vais donc, et on fait une vraie interview dans laquelle je leur pose des questions, parfois de manière un peu naïve, et dans laquelle, de par leur réponse, les gens comprennent que c'est n'importe quoi, que ça ne tient pas. C'est dommage, j'ai plus le nom de la dame. Mais tu vois la dame sur France 2 qui fait les enquêtes là. Élise Lucet. Élise Lucet, t'es un peu la Élise Lucet, tu vois, c'est ça. Élise Lucet. Waouh. Je crois que c'est complément d'enquête. Oui, complément d'enquête, exactement. Et pareil, donc oui, je pose des questions et là, ça devient évident que, en fait, l'autre, ça tient pas. Ouais. Ça va péter. Ouais. Et là, les gens commencent à demander à ce qu'ils soient remboursés. Quelques jours après, comme par hasard, le gouvernement ivoirien décide de se mêler du sujet et de suspendre les activités de ces entreprises. Un peu comme au Cameroun, là où finalement on a suspendu les activités de notre boîte. Et là, je commence à me dire, mais Philippe, attends, tu fais des vidéos sur YouTube depuis ton canapé. Et c'est ça que la question que j'allais te poser. Comment tu le ressens, toi, quand tu vois que des gouvernements changent des choses parce qu'ils tes vidéos? Là, ça commence, ça conforte le fait que un média comme celui-là, c'est vraiment un atout d'influence incroyable. C'est sûr, ça doit te faire réaliser
le pouvoir que tu as, mais aussi la responsabilité Tout à fait. que tu as dans tout ce que tu dis et dans tout Tout ce que à tu fait. fais. Parce que Tout à tu te rends compte que là, tu n'impactes plus à une échelle de foyer. Oui, Tu impactes à une échelle gouvernementale. Tout à fait. Tu as des gens haut placés qui écoutent, qui regardent ce que tu partages et qui vont réagir sur toute la communauté finalement du fait de tes vidéos. ouais. Ah ouais, non, c'est une pression. Énorme. Et pareil, j'essaie d'alerter en me disant, mais pourquoi c'est à un média YouTube de faire ça? Parce que dans nos pays, on a des journalistes dont c'est le métier. Moi, je ne suis pas journaliste, c'est le métier. Ouais. Dont c'est le métier, dont c'est la formation, et qui sont sur des médias qui, plutôt que de faire le travail d'enquête qu'il faut, acclament ces gars. Parce que je te rappelle qu'à l'époque, quand je sors les premières vidéos, pendant le mois là où on parle de ça tous les soirs, des articles commencent à sortir au Cameroun qui disent que j'ai été payé 1 million d'euros pour saboter l'entreprise, des trucs comme ça. J'aurais aimé avoir ce million d'euros. Mais est-ce que tu ne penses pas que aujourd'hui, le fait, toi, d'avoir su créer ta liberté financière, justement, te permet d'être libre dans ta parole? Complètement. Mais ces journalistes-là, il ne faut pas oublier, Complètement. c'est des pères de famille. Complètement. Ils ont des salaires qui sont ridicules Ridicule. par rapport à ce qu'ils font et ils font vivre des familles avec ça. Donc, au bout d'un moment, tu as beau être un journaliste, tu as beau avoir ton éthique de journaliste, tu as beau vouloir dénoncer, à la fin de la journée, il faut mettre à manger sur la table de tes enfants. Donc, finalement, tu regardes la ligne éditoriale, ce qu'on te dit de dire, ce qu'on te dit de faire, tu te tais et, Oui. et tu Oui, fais. clairement. Clairement. Ce qui est juste drôle, c'est quand les mêmes médias où on a fait, pour prendre la Côte d'Ivoire, les mêmes médias où on a fait venir ces entrepreneurs, on les a encensés. Certains ont même gagné des prix nationaux de l'entrepreneur de l'année. Quand la crise explose, que j'en parle, que le gouvernement saisit tout et autres, maintenant ils reviennent, pompiers pyromanes, maintenant ils viennent pour dire « Ah, finalement, C'était une on arnaque. l'a arrêté, c'était une arnaque, ainsi de suite. » Mais c'est vous qui avez contribué à le promouvoir. Ouais, c'est vous qui avez mis la lumière sur lui. Et justement, c'est un des chapitres sur lequel je voulais échanger avec toi. Tu dis donc que tu viens t'installer en Côte d'Ivoire. Tu es en Côte d'Ivoire depuis 2 ans, 3 ans? On a un peu plus de 2 ans maintenant, on est dans la 3e année. Oui. 3e année. Qu'est-ce qui te fait justement quitter la France et rentrer au pays? Parce que tu le dis, effectivement, quand tu fais ta demande de visa, mais tu le dis, comme tu as dit, tu le dis pour le dire, mais tu n'es pas encore sûr que c'est dans tes projets de rentrer effectivement et tout. Tu sais, on peut se dire que justement, tu es en France, tu as tes habitudes, tu as 2 enfants qui sont nés, peut-être ta femme avait un boulot où elle était en train de bosser, toi ça va bien, ça avance, tu as ton boulot et tout, tu as la chaîne YouTube qui rentre et tout. Déjà, est-ce que avant d'arriver en Côte d'Ivoire, tu es déjà à 100% sur la chaîne YouTube ou tu bosses encore Oui, et t'as à la chaîne 100%. C'est à partir de combien de temps tu es à 100 2018. Donc tu lances la chaîne Investir au pays, si je dis pas de 2018, bêtises. fin 2010. Oh non, 2019, parce que 2018, je lance la chaîne, je suis encore consultant. Ouais. Et avec les résultats de la première année, parce que la première année déjà, parce que j'ai la chaîne YouTube, mais en parallèle, justement, je commence à vendre des formations D'accord. par rapport à ce que je fais en Afrique. D'accord. Et la première année déjà, je fais 55 000 euros. Et je me dis, si je m'y mets À davantage, 100%. Ouais. je vais pouvoir carburer davantage. Donc, je lâche. D'accord. Donc au bout d'1 an de la chaîne Investir au pays, tu t'y consacres à 100%. Ouais. Ok. Et donc, au bout de combien de temps maintenant vous faites le saut de venir en Côte d'Ivoire avec la famille? 2 ans après. 2 ans après. Parce que du coup, non, qu'est-ce que je raconte? Ça fait là 6 ans quand même, 3 ans après. 3 ans après. Oui. Ok. Donc 3 ans après la chaîne, après 3 ans après que tu sois lancé à 100%, vous décidez de venir en Côte d'Ivoire. Oui. Pourquoi déjà ce changement de pays et pourquoi la Côte d'Ivoire? Déjà, changement de pays parce que avant de nous installer, on a commencé à voyager quand même, Ouais. pas mal. Parce que nous, justement, comme on avait pensé la chose, des enfants faisaient du homeschooling. Ok. Ça nous donne la liberté de voyager Bien quand sûr. on veut. Ah, ok. Et donc, on a fait plusieurs pays en famille, Côte d'Ivoire, Cameroun, ainsi de suite, pour justement tester, voir où on pourrait être plus à l'aise en famille, ainsi de suite. Parce que ce n'est que moi, je suis à peu près à l'aise partout, mais il y a une contrainte quand même des enfants. Ah oui, non, et bien autres. sûr. On aime beaucoup les 3 pays, d'ailleurs, Sénégal, parce que ça s'est joué entre 3 pays. Cameroun, Ok. Côte d'Ivoire. Pourquoi d'ailleurs on quitte la France? Parce que, comme, au bout d'un certain temps, pour être cohérent, tu ne peux pas dire aux gens d'investir au pays. Certains t'écoutent même dans tes vidéos, font le retour, et toi, tu leur parles toujours depuis Paris. Donc, c'est évident qu'il faut à un moment donné partir. Ouais. Et la conjoncture fait que je commence à me rendre compte que, on le dit souvent, mais les gens ne réalisent pas à quel point l'avenir, ce n'est pas en France. La France est un pays saturé sur le plan économique. Et puis bon, avec l'actualité en ce moment, Voilà. tu vois aussi... Oui, on te rappelle que tu n'es pas forcément chez toi parfois. Et donc, du coup, on décide, là, sur cette base-là, de rentrer
D'abord en Côte d'Ivoire, parce que bien évidemment, c'est un pays dans lequel il y a une économie qui est florissante, il y a un gouvernement qui essaye de mettre en œuvre une attractivité par rapport au pays. Et aussi pour communiquer le message de dire que quand tu veux rentrer en Afrique, ne te focalise pas uniquement sur ton pays de naissance. Oui. Regarde l'Afrique comme un continent sur lequel il y a des opportunités. Et va là où tu as des opportunités qui sont les plus intéressantes pour toi. Par rapport à ton domaine. Par rapport à ton domaine. Ouais. Et c'est là où il y a beaucoup d'inégalités en Afrique. On en parlait tout à l'heure. Si tu veux être un créateur de contenu, les pays ne se valent pas en termes de qualité d'Internet. Si tu veux lancer dans les startup tech, par exemple, ben, tu vas te rendre compte qu'un pays comme le Sénégal ou un pays comme le Rwanda est beaucoup plus en avance Oui. que le Cameroun, Oui. ou le Tchad ou le Bénin. Donc, va là où Oui. il y a une infrastructure, va là où il y a quelque chose de basique qui te permet de pouvoir te propulser. Mais si tu dis que tu veux te lancer ta startup au Burkina Faso, Oui. tu connais combien de personnes Bien qui ont sûr. levé de l'argent au Burkina. Donc, et je suis dans cette logique-là. Je me dis, bon, OK, par rapport à ce que j'ai vu en Côte d'Ivoire, je peux par exemple faire du transport là-bas. Je peux faire de l'immobilier. Ce sont des secteurs qui marchent très bien là-bas. Et par rapport à ta chaîne, c'est un pays où la connectivité... tu Et peux- surtout, en Afrique, la première audience d'investir au pays, c'est la Côte d'Ivoire. Ok. Parce que du coup, tu as les statistiques. Ah oui, C'est bien la sûr. Côte d'Ivoire, avant le Cameroun d'ailleurs. Ok. Donc, et moi, j'ai toujours suivi les statistiques. Ouais. Peut-être mon côté ingénieur. Ingénieur. Mais pourquoi le Sénégal? Parce que pendant longtemps, le Sénégal était la deuxième audience d'investir au pays en Afrique. D'accord. Et le Cameroun était la troisième. Non, le Cameroun est passé la deuxième Uh-huh. devant le Sénégal. Après, tu avais le Bénin. Enfin, je suis toujours allé par rapport à ça parce que je vais là où je sais que je suis suivi. Bien sûr. Je ne vais pas au hasard. Parce que moi, ça me dit, mais pourquoi tu vas dans tel pays et pas dans tel? Bon, en fait, c'est parce que je suis les stats. Ouais, oui, bien sûr. Je suis les stats. Non, et puis comme tu as dit, il y a aussi un équilibre familial, une sécurité à donner pour les Et gens. surtout, quand on arrive en Côte d'Ivoire, parce qu'il faut rendre à César ce qu'il y a à César, l'Ivoirien est très proche du Camerounais dans sa culture. Oui. Très proche. C'est quelqu'un de volubile, d'extraverti, qui rigole beaucoup, qui est jovial, qui aime bien danser, ce genre de choses. C'est très proche, qui est grande gueule. Je vais te poser une question pour te fâcher. Non, Je suis vas-y. obligé. Vas-y. Nourriture ivoirienne ou camerounaise? Ah, il n'y a pas photo. Attention à ce que tu vas répondre. Ah non. Ça, je l'assume. Je pense que je suis l'un des plus gros critiques du Cameroun sur Internet. Mais s'il y a un domaine dans lequel le Cameroun n'a rien à envier à beaucoup de pays dans le monde, c'est sa cuisine. Non, je te taquine. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que j'ai beaucoup d'amis ivoiriens qui Ouais. eux-mêmes me disent que on peut se chamailler avec nos frères camerounais, mais s'il y a un truc où on ne peut pas se battre, c'est que la nourriture camerounaise. Ouais, la nourriture au Cameroun est exceptionnelle. Invitez-nous au Cameroun. Avec Karel, on n'est jamais allé au Cameroun. C'est vrai? On n'est jamais allé au Cameroun. Incroyable. On a fait une escale, mais on n'est jamais allé. Ah oui, Je pense que oui, s'il y a un pays qu'on rêve de visiter, là, tout de suite, tu nous demandes avec Karel de choisir un pays en Afrique. Ouais. Mais le Cameroun, on a tellement envie d'y aller, mais on se rend compte que si on y va, on ne peut pas y aller une semaine, on ne peut pas y aller 10 jours. Tout ce que Ouais. les gens nous racontent, Oui, il y a beaucoup à voir. on a l'impression qu'il faut que quand on va aller au Cameroun, il faut vraiment qu'on prenne un mois, Oui, il y a beaucoup à voir. parce qu'il paraît qu'en termes de nourriture, c'est un truc... Oui, non, franchement, je le dis, et moi, je suis allé en Asie, je suis allé en Uh-huh. Amérique du Nord. La cuisine camerounaise est exceptionnelle. Ouais. Exceptionnelle. Je crois que c'est le plus beau trésor qui reste au Cameroun maintenant et qui est malheureusement extrêmement méconnu. Les Ok. gens ne parlent que d'une dolé, Mhm. qui, quand je le dis pour avoir, ils sont choqués, mais pour moi, le dolé n'est même pas dans mon top 3 des 3, plats ouais. au Ouais. Cameroun, quoi. Mais bon, voilà. Philippe, fais-nous venir au Cameroun. Ouais, tu as raison. Donc installé en Côte d'Ivoire et tout. Et justement, moi, c'est quoi aujourd'hui, vous êtes combien l'équipe Investir au pays? Laquelle? Média ou tout le monde? Tout le monde. Ça chiffre vite parce que quand tu fais Parce que quand tu dis tout le monde, ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a la catégorie média et il y a quelles autres catégories? agriculture, Ok. D'accord, donc on va parler transport. que de médias. On va parler que Voilà. de médias. Médias, vous êtes combien aujourd'hui l'équipe? Dans l'équipe de médias aujourd'hui, on est une bonne vingtaine de personnes. Ok. Ouais, donc quand on me voit là, Mhm. on a 5 monteurs Ouais. vidéo. Parce qu'il faut savoir que moi maintenant, j'ai une équipe au Cameroun, j'ai une équipe en Côte d'Ivoire, Ok. j'ai une équipe en France. Ok. Pour justement être un peu libre quand je vais dans un pays, de ne pas Oui. avoir à tout recommencer. Donc on a des équipes dans ces pays-là qui travaillent en permanence au quotidien. Hein. On a un peu de mal avec Internet parfois, notamment au Cameroun, mais voilà. Donc on a des monteurs, on a des infographes, Oui. on a des community managers. Ouais. Et voilà, l'essentiel de l'équipe est constitué de ces 3 corps de métier. Et ça, c'est Et quoi? aujourd'hui, on a aussi d'autres personnes que je suis en train de faire monter comme créateurs de contenu parce que je veux permettre à d'autres personnes de venir créer du contenu sur la chaîne. Et c'est important que je parle, mais je pense que je viendrai après sur ce sujet-là. Et c'est quoi une semaine de Philippe Simo Ça Investir ne au se pays? ressemble jamais. Jamais. Ça ne se ressemble jamais.
Une semaine quand je ne voyage pas. Ouais. Mais Quand t'es à en Abidjan. voyage, c'est pas pareil. En général, tu vois, ça ne se ressent pas. Il y a des semaines où je commence très tôt, des semaines où je commence pas tôt. Ce qui est la constante, c'est que je termine tard. Ouais, Termine souvent entre 21h et parfois 23h, ouais, à peu près chaque jour. ouais, Je termine très tard. Je me lève tôt, Ouais. parce que chaque matin, j'ai un peu mon rituel de méditation, prière, sport, lecture, écriture, parce que je suis en train de terminer mon livre. Ah, Donc j'ai un peu cette routine matinale. ouais, Et ensuite, après, je vais au boulot. ok, Ou du moins, parce que moi, j'essaie de planifier mes journées la veille. oui. C'est ce que j'ai à faire. Et en général, c'est beaucoup de réunions. Mhm. Je dois rencontrer des potentiels partenaires, je dois rencontrer de potentiels clients. Et quand je suis au bureau, je fais beaucoup de formation de mes équipes. Je forme beaucoup mes équipes. Et le reste du temps, je fais des réunions de suivi Mhm. pour m'assurer que ceci est bien fait, cela est bien fait. Donc, tu n'as pas une semaine typique. Ouais. Pas du C'est... tout. Ça Tu change- sais juste ça change que beaucoup. ça va être chargé. Oui. Et puis, par exemple, quand j'ai un événement comme Back to Africa qui approche, tu vois, Ouais. ça me mobilise un peu Oui. plus. Et quand il va passer, ben, ça change. Ça respire un Voilà. peu. Ouais, non, Ouais. c'est sûr. Et donc, je vais dire, c'est mes deux, justement, dernières questions. Donc, la question par rapport à ce que tu viens de dire aujourd'hui, c'est... tu disais que tu formes des gens aujourd'hui par rapport à la chaîne, parce que c'est ça. Est-ce que tu n'as pas peur que la chaîne aujourd'hui, demain, si toi, Philippe, tu n'as plus envie d'apparaître sur les vidéos et tout, est-ce que tu n'as pas peur qu'il y ait une dépendance Ah, complètement. sur la chaîne? Ouais. Complètement. C'est pour ça que c'est difficile. Surtout que les gens se sont vraiment habitués à moi. Mhm. C'est vraiment difficile de faire passer d'autres visages. On a essayé à plusieurs reprises avec Oui. plusieurs collaborateurs sur plusieurs émissions. Oui, j'ai vu plusieurs formats où tu avais une jeune fille, par Voilà, exemple. et par tout. exemple, Marie Mhm. ou Mylène. Mais ça ne prend pas. Mhm. Après, je me dis que parfois, c'est peut-être le format qui n'est pas bon. Il faut faire des tests. Mais les gens ont bien compris que je suis en train d'essayer de faire passer des personnes sur le chaîne. Les gens ont compris. Ouais, non, je pense que c'est un process qui prendra du temps, On a du temps. effectivement, parce que, comme tu as dit, c'est quand même 6 ans où tu as donné Oui. aux gens. Pour que les gens réalisent, comme on disait, tu es ici actuellement à Dakar en vacances, officiellement, Oui. sur le papier. C'est ça. Mais, Mais la réalité, c'est que voilà. quelqu'un qui te suit sur les réseaux depuis que tu es à Dakar verra que tous les jours, tu es en tournage, Ouais. tous les jours, tu rencontres des gens, tu es invité dans des émissions Tout à pour fait. venir partager. Donc finalement, tu as très peu de moments pour toi et la famille, parce que même là, et en fait, c'est là où je veux rendre hommage au côté passionné, c'est qu'aujourd'hui, tu pourrais te permettre de faire 2 semaines, Oui, complètement. tu vois, parce que je sais que tu es très organisé, donc tu as des contenus en avance, tu as des choses qui sont déjà prêtes. C'est pas comme si ces 2 semaines-là, il n'y a pas de contenu qui va sortir, Oui. même si tu arrêtes de faire du Tout à contenu. Mais je pense que c'est là où les gens doivent rendre hommage à ton travail, à ton amour et à ta passion de ce que tu fais, parce que même dans ces moments-là, bah, tu ne te reposes pas sur tes lauriers. Non. Tu es sur le terrain, Ouais. tu poses les questions, tu rencontres les gens, tu Ouais. n'envoies pas un journaliste le Ouais. faire, c'est toi qui le fais et tout. Et je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit te tirer le chapeau, tu vois, ou comme disent les Américains, te donner tes fleurs et tout, parce que ça montre l'homme passionné et l'homme amoureux de son travail au quotidien. Et ce, malgré tous les succès, tout le temps qui est passé, les 6 ans. Et tu parlais de Back to Africa. Je pense que c'est le chapitre, je ne vais pas dire le plus récent, parce que ça fait longtemps que tu fais des événements. Oui. Ça fait longtemps que je te vois faire des événements, Tout à fait. tout. Mais le Back to Africa de l'année dernière, je pense que ça a été un coup du marteau. C'est ça. C'était le plus grand. Ça a été un coup du marteau Ouais. parce que ça a été impressionnant. Pour l'avoir vécu de l'extérieur, Ouais. avoir été sur les médias, avoir regardé un La petit peu ce qui se déferlante, passait, oui. la déferlante, ça a été, je te parle vraiment de quelqu'un de l'extérieur, ça a été une bouffée d'oxygène. De voir tous ces Africains ou tous ces amoureux de l'Afrique se réunir ensemble et, tu sais, de les voir dans une salle si prestigieuse. Ouais. Aussi, tu vois, pour moi, c'est ça aussi le pied de nez et la force pour moi que tu as su donner avec ce premier événement, c'est le lieu prestigieux où tu as ramené ces gens-là. La qualité de l'organisation. En tout cas, peut-être qu'en Oui. interne, il y a eu des toujours des couacs, couacs, forcément. mais de l'extérieur, Mais c'était- la manière dont ça c'était- avait l'air organisé, millimétré.
On a vu malheureusement des événements qui sont passés avant où finalement, tu as eu plus de bad buzz que de buzz. J'ai vu aucun. Ouais. J'en ai vu aucun. Ouais. Et pourtant, on avait pratiquement 4000 personnes. Hein. Exactement, c'est ça, 4000 personnes, tu vois. J'ai vu aucune personne se plaindre sur les réseaux. Je sais, ça t'a pris combien de temps de travailler cet événement l'année dernière? C'est 1 an. Ouais, c'est 1 an de travail. C'est 1 an. Ouais. C'est 1 an. Quand on a fini l'année dernière, on avait déjà la date pour cette année. Parce que le palais se loue aussi sur 1 an. Ah oui. On ne loue pas le palais. Oui, tu peux pas te Là, il lever faudrait que dans- je commence à leur demander la date pour l'année prochaine. Ça se loue sur 1 an. Bien sûr, Ça il y a se tellement remplit. de gens qui veulent organiser des événements. Ça se remplit très vite. Ça se loue sur 1 an. Et ça a été une croissance fulgurante parce qu'il faut savoir que moi, avant, mon premier événement en 2019, c'était 30 personnes. Pareil, on a commencé dans une petite salle. Et j'étais très content de voir Bien 30 sûr. personnes venir. C'est Bien sûr. Parce que quand tu... Et je pense que c'est l'une des choses que j'ai fait très tôt. C'est que j'ai voulu sortir les gens de l'ordinateur. J'ai voulu créer une communauté de gens qui peuvent se rencontrer et qui doivent payer pour ça. Parce que ça ne se fait pas gratuitement. Bien sûr. Il y a des Il est charges. vrai qu'on peut voir des vidéos gratuites, mais quand on commence à faire des événements formés Oui. et autres. Oui. Et le premier événement que j'avais fait déjà à l'époque, c'était 100 € l'entrée pour 30 personnes. Ça faisait 3000 €. Et j'étais très content. On avait Bien fait sûr. sold out avant. On était même 31 personnes. Il y avait une personne en plus qui était venue. Et après, on est passé à 50, 60, 100, 150, 200, 300 personnes. Et on a fait 300 personnes 3-4 fois. Et puis quand je commençais donc à me dire que je vais rentrer en Afrique, je pourrais peut-être là pour faire 3-4 formations par an. Je vais faire un événement. Et on va essayer donc d'aller sur des événements plus grands. Donc on est passé du jour au lendemain de 300 et à 1000. On avait pris le palais de Versailles qui fait 1000 places, l'auditorium. Et on avait des options sur des annexes. On s'est retrouvé à faire 1600 places. Déjà, on s'est essayé au sol. Et là, on s'est dit, mais en fait, il y a un vrai besoin pour les gens. Moi, j'ai vu des gens qui venaient en fauteuil roulant à l'événement et qui venaient te dire que ça fait 40 ans que je suis en France et j'attends cet événement. J'attends que les Africains se retrouvent pour parler d'Afrique et comment ils vont faire pour rentrer chez eux. Et là, et tu entends des moments qui te disent, il faut que tu nous fasses une banque de la diaspora. Il faut que tu nous fasses... Et tu te rends compte qu'il y a tellement d'attentes dans cette diaspora que si tu sais comprendre les besoins des gens, tu peux créer quelque chose qui va avoir un impact durable. Et donc, de cette année-là, on a la folie de se dire que, allez, on a fait 1600, c'était plein, on va aller à l'étape d'après et on commence à chercher des salles et on tombe sur le Palais des Congrès, coup de foudre. Mais le Palais des Congrès, c'est 4000 places. Ouais, challenge. Et on s'est dit, bon, on a fait 1600, on peut y aller. Et on ne se rend pas compte à quel point, non, c'est énorme. 4000 places. Je crois que les gens ne se rendent pas compte. Non, les gens ne se rendent pas compte. C'est énorme. Tant que tu ne l'as pas organisé toi-même, je pense que tu ne peux pas t'en rendre compte. Et on arrive à un stade là où... Parce que là, pour cette année, par exemple, on est quoi? On est à un peu moins de 3 mois. Quand je refais les calculs, on a déjà écoulé quasiment 1500 billets. Mais tu arrives à un stade où 1500 billets, moi, je pense à 2500 places et je me dis, la salle est encore vide. Mais je ne réalise pas combien de passer quand même 1500 billets. Quoi. Après... 1500 billets à 3 mois, bon, je sais qu'on va y aller. Oui. Mais pour dire que l'ordre de grandeur change complètement. Et l'année dernière, il y a quelques couacs, mais vraiment des choses mineures qu'on améliore cette année-ci, bien évidemment. Mais il y a une diaspora qui veut être actrice du changement sur le continent. Et je pense que cet événement-là est un endroit où on vient pour rencontrer les acteurs avec lesquels on peut faire du business. Moi, je veux vraiment que notre événement devienne un peu comme la foire de Canton en Chine. Un endroit, parce que quand tu vas à la foire de Canton en Chine, c'est que des producteurs chinois qui viennent et des entrepreneurs de partout dans le monde viennent pour discuter avec eux, signer des deals avec eux et rentrer chez eux. Et je veux que notre événement devienne un lieu dans lequel toutes les personnes qui veulent faire du business en Afrique se retrouvent. Être une vitrine de l'Afrique et de ses entrepreneurs, de ses talents. C'est ça. Des entrepreneurs qui quittent l'Afrique pour venir vendre leurs prestations. Des gouvernements qui viennent pour présenter les mesures facilitatrices qu'ils ont mises en œuvre, des banques qui viennent pour proposer des financements pour des maisons, pour des immeubles, et une diaspora qui vient pour pouvoir recueillir la formation, rencontrer ces personnes. Et aujourd'hui, est-ce que ce rôle aujourd'hui que tu as, parce que là aujourd'hui tu as un rôle qui va au-delà de juste ta personne, est-ce que des fois ça te fait pas... Je vais pas dire le mot peur, mais est-ce que tu ressens la pression des fois par rapport à ça? Ou est-ce que
sais, parce que je te vois très réfléchi et je sais que tu analyses très vite et tu vas très vite. Donc, mais est-ce que des fois, tu prends du recul et tu t'assois et tu dis, ah ouais, quand même, c'est chaud là. Oui, paradoxalement, parce que ça met de la pression, mais de la pression positive. C'est pas une pression qui me fait peur ou qui me... Parce que, tu sais, la pression, ça dépend. Est-ce que ça t'inhibe ou est-ce que ça te booste? Moi, c'est une pression qui me booste. Par exemple, je me rends compte du niveau d'exigence que les gens ont maintenant vis-à-vis d'investir au pays. Tout ce qu'on fait, si c'est pas parfait, les gens se plaignent, mais ils se plaignent un peu avec bienveillance, en disant, Philippe, quand on est à ton stade, on fait plus ça. Tu vois, ça te pique parce que tu te dis, mais les gars, on a fait une interview, par exemple, un podcast. Tout au long du podcast, le nom de l'invité a été bien écrit. À un endroit, on a mis E au lieu de A. C'est le seul endroit que les gens ont pointé pour dire, c'est pas possible de faire une... Et ils ont raison. Oui, ils ont raison. Je comprends. Mais tu vois, et là, je me dis, au fond, ça nous fait du bien parce que ça nous oblige à aller à encore plus d'exigences pour que ce genre de choses ne se reproduisent pas. Mais quand tu vois ça plein de fois, tu te dis, mais les gars, vous exagérez quand même. Après tout ce que j'ai fait quand même. C'est juste un E ou un A. Mais après, tu te dis, mais en fait, ils ont raison parce qu'ils ne me voient plus à ce niveau. C'est-à-dire, pour eux, quand on pense investir au pays, tu es notre première vitrine. Je veux dire, tu es le média dont on est fier de dire, maintenant, par exemple, on a un média qui fait 1 million d'abonnés. Quand les gens viennent sur ton média, il ne faut pas qu'ils aient le sentiment que ça, c'est le truc africain. Il y a ça. Il faut que tu sois au même niveau d'excellence que ce qu'on peut voir en France, aux États-Unis, au Canada. Donc, ne nous fais pas ce genre de choses. Et ça pique un peu, mais ils ont raison. Ouais, puis je trouve que c'est bien parce que ça montre que c'est vraiment des gens qui sont attentifs à ce que tu fais, qui sont vraiment derrière toi et qui soutiennent. Parce que aller voir la petite erreur de lettre à un seul moment, c'est que pour moi, pour moi, c'est même les meilleurs abonnés, tu vois. Ceux-là, c'est vraiment ceux qui font attention à tout. Et là, j'ai une question qui me vient en tête. Si demain, tes enfants ils te disent qu'ils veulent être youtubeurs. Ils ont grandi dedans. Hein, bah oui. Au final, parce que c'est ça. Très tôt, mes enfants ont un jargon que les autres enfants ne comprennent pas. Parce que ils parlent de faire des vidéos, ils parlent des interviews, ils parlent de podcasts. Les autres enfants ne savent pas du tout ce que c'est que ça. Ils connaissent les caméras, parce qu'on a tourné parfois à la maison devant eux, les lumières et autres. S'ils me disent qu'ils veulent faire des vidéos, de toute façon, je pense que leur génération va être encore plus exposée à Internet que nous. Mais tu vois, je n'ai jamais pensé ça. Parce que je te pose la question, parce que moi, Kélina, tu vois, elle va avoir 4 ans. Elle sait déjà c'est quoi un podcast. Elle dit, papa, tu vas faire ton podcast. Tu vois, ou quand elle entend mon générique, tu vois, elle connaît le jingle. Tu vois, donc elle a, comme tu as dit, elle a déjà ce jargon. Donc, effectivement, et c'est pour ça que je me suis dit, les enfants de Philippe qui sont plus grands et qui l'ont vu évoluer tout ça, aujourd'hui, si demain ils viennent le voir et qu'ils lui disent, papa, je veux me lancer sur YouTube, je vais faire une chaîne YouTube, est-ce que tu les pousses? Est-ce que tu les encourages? Non, forcément, je les pousse. Ou tu leur dis, non, allez pas dans YouTube? Ça va dépendre de la thématique. Ouais. Ça va dépendre de la thématique. Je pense que la thématique va beaucoup jouer. Mais oui, je pense que de nos jours, et ça va être de plus en plus le cas, il va falloir que les Africains et les créateurs de contenu africains proposent de plus en plus de choses à des âges différents. On a des petits-enfants qui sont multimillionnaires aux États-Unis. Oui, même, je crois que le plus gros youtubeur, c'est un Chinois qui fait des trucs de revues de jeux qu'il reçoit. Il reçoit des Barbie, il reçoit des poupées, il reçoit des Lego et il teste les jeux. Je crois que c'est le plus gros youtubeur au monde. Ça a changé. Maintenant, je crois que c'est MrBeast qui fait des trucs aussi incroyables. Il construit. Tu vois. Et il faut que les Africains, à tout âge, se positionnent. Ouais. On a des histoires à raconter, on a des contenus qui n'existent même pas encore. Bien sûr. Donc, s'ils disent qu'ils veulent faire des vidéos, je vais leur donner les conseils qu'il faut pour qu'ils le fassent bien, pour que ce soit rémunérateur. Mais on entre de plus en plus dans une période dans laquelle ceux qui savent communiquer gagneront de plus en plus par rapport à ceux qui sont uniquement techniques. Donc, OK. Et ma toute dernière, je sais depuis tout à l'heure, je te dis une question. Là, c'est le youtubeur, le nouveau youtubeur, le bébé youtubeur qui est face à toi, qui a une question. Quand tu atteins le 1 million d'abonnés sur YouTube, est-ce que YouTube t'envoie un message? Pas systématiquement. Il l'envoie quelques jours après. Je le dis parce que je l'ai vécu à les 100 000. OK. Quand tu as tes 100 000, ils t'envoient rien en fait. Okay. Ils vont t'envoyer un message pour le trophée. D'accord. C'est-à-dire qu'ils t'envoient 2 mails dans lesquels il te dit investir au pays, votre trophée est en cours de préparation. OK. Et là-dedans, il te félicite pour tes 100 000. Et dans un deuxième, pareil,
a été expédié. Ok. Mais dans le premier, il t'envoie un lien dans lequel il te demande de remplir des informations, notamment où est-ce qu'ils doivent te l'envoyer, quel est le nom que tu veux faire apparaître dessus, est-ce que tu veux laisser le nom de la chaîne. Ok. Mais à part ça, YouTube envoie aux créateurs de contenu tous les mois, enfin, je pense que peut-être que tu les reçois, ou c'est peut-être Un rapport hebdo. Parfois, on a des trucs que tu penses que tout le monde a, que c'est par taille, parce que YouTube, je me rends compte, parfois, ils font des choses à partir de certaines tailles d'audience. Donc moi, je reçois un rapport mensuel. Ouais. Bon, je ne l'attends pas pour faire mes analyses, Oui. mais eux, ils t'envoient un rapport mensuel et un rapport annuel. Ouais. Mais sinon, non. Je pense qu'ils sont tellement dans un autre monde que je pense que 1 million, c'est pas... Tu ne les impressionnes pas, quoi. Parce qu'il me semble, j'avais vu un YouTuber qui disait qu'il avait reçu justement il a fait, je crois, atteindre le million, je sais pas quoi. Et il disait, tu deviens partenaire YouTube. Et genre que tu peux leur parler, tu as des mails. Ça, c'est avant, ça. Ouais. Moi, j'ai reçu ça bien avant. Pour les 100 000 ou... Non, pas aux 100 000. J'étais peut-être dans les 500 000. Ouais. J'ai eu un partenaire YouTube qui te contacte pour te dire que désormais, si tu veux poser une question, quoi que ce soit avec YouTube, tu me contactes. Ok. C'était d'autant plus utile parce que parfois, justement, tu avais des gens qui viennent, qui prennent tes vidéos, qui ne te demandent pas, qui les repostent. Avec lui, tu peux les appeler, tu peux l'avoir pour pouvoir lui demander de supprimer ça ou ce genre de choses. Donc YouTube, oui, il t'affecte quelqu'un. Mais au final, il ne te dit rien de sorcier par rapport à ce que tu sais déjà. Ouais. Et tu vas faire un événement pour la plaque des 1 million? Je veux bien. Ouais. Je veux bien. Je pensais à faire un grand barbecue à Paris parce que notre plus grande audience est en Île-de-France. Je pensais à faire un grand barbecue géant. Mais on me dit, ouais, non, pour des raisons de sécurité, tu ne sais jamais qui va venir là-bas ce jour-là. Donc, je ne sais... Et du coup, on a pensé à une deuxième option, peut-être faire plutôt des mini-événements. Ouais. Genre, on invite peut-être quelques abonnés à venir et on partage un repas ensemble dans plusieurs villes, comme je voyage pas mal. Ah, ça peut être un beau concept. Ça peut être pas mal. Ça peut être un beau et les concept. gens s'inscrivent Ouais. pour venir à l'événement, quoi. Ouais, ça va être un beau concept. Et dans 5 ans, tu te vois où avec Investir au pays, le média? Dans 5 ans, alors moi je crois à la croissance exponentielle. C'est-à-dire que je ne sais pas si on aura atteint les 10 millions, parce que c'est le prochain objectif. Personne n'a 10 millions d'abonnés dans l'univers francophone. Les premiers qui ont le plus d'abonnés, je crois que c'est les médias comme, comment je les appelle, France 24. Ok. Mais c'est très institutionnel. Voilà, qui publient beaucoup. Ce n'est pas des individus comme nous. Je n'ai pas d'objectif de nombre d'abonnés. Par contre, au fur et à mesure qu'on va passer du temps sur la plateforme, ma manière de créer le contenu va évoluer. Par exemple, dès que mon usine sera prête ou dès que mes autres projets que je présenterai le moment venu seront prêts, je vais changer la manière de publier du contenu. Donc, tu vois, je dis, tout va arriver dans 2 ans, mais j'ai commencé à y penser maintenant. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. C'est-à-dire, je suis beaucoup dans l'anticipation. J'évite de subir les choses. J'essaie d'anticiper de où est-ce qu'on est en train d'aller, qu'est-ce qu'on peut créer, qu'est-ce qu'on peut, ainsi de suite. Et ça me laisse le temps de mûrir le concept. Parce que d'ici 2 ans, j'ai le temps de me rendre compte que non, c'est pas trop, c'est trop, et de réajuster. Donc, normalement, dans 5 ans, je suis encore en train de poster du contenu. Je suis dans un domaine qui me passionne. Je pense que je peux poster du contenu jusqu'à très longtemps dans ce domaine-là. Et c'est parti pour, en tout cas, pour poster du contenu très, très longtemps. Et partager aux Africains ce qu'on fait dans le domaine du business. Avec le temps, la traduction va s'imposer en anglais, mais je veux aussi qu'on aille peut-être vers du Swahili, du Lingala. Mais de toute façon, je pense que les nouveaux outils, tu as vu, Google a rajouté 10 nouvelles langues africaines. Je pense qu'aujourd'hui, tu pourras même faire tes sous-titres sans forcément faire de la traduction, mais tes sous-titres dans des langues et tout. Plus les outils d'intelligence artificielle vont se développer, plus moi, ce qui m'impressionne, c'est par exemple Caption aujourd'hui. Tu peux faire ta vidéo en français et tu lui dis de la faire en anglais et il parle même les lèvres et tout. Donc tu vois que, voilà. Bientôt, Philippe Simo en cantonais, en bambara, partout à travers le monde. En tout cas, Philippe, je te remercie d'être venu. Merci à toi pour l'invitation. Ça a été une très belle discussion, vraiment un très bel échange. Moi, ce que je retiendrai de toi, c'est vraiment la détermination, d'abord de 1, pour revenir à cette période où tu as repris tes cours de la 6e jusqu'à la terminale pour dire que je ne vais pas échouer et je vais me battre et je vais vous montrer. Ce que je retiendrai de toi, c'est l'amour de l'Afrique, d'abord, surtout l'amour des autres,
le passionné et surtout la personne qui, finalement, qui laisse pas le hasard, tu vois. Tu es un bosseur, tu es quelqu'un qui bosse énormément, tu es un exemple pour beaucoup d'entre nous, en tout cas. Et on te souhaite tout le meilleur. On te souhaite les 10 millions d'abonnés, Inch'Allah, dans 2 ans. Non, ouf. Pas 5 ans, 2 ans. Ouh là là. On va déjà célébrer le deuxième, le troisième, le quatrième. Parce que c'est quelque chose que je ne fais pas beaucoup, mais je pense qu'il faut célébrer les succès. Bien sûr, il faut. C'est important. Succès. Pour moi, je pense que c'est important. Et quand on dit que c'est beaucoup de... je me suis rendu compte que les seules personnes qui se rendent compte de la tonne de travail, ce sont d'autres créateurs de contenu. Parce que quand on n'est pas dans cet univers, on ne réalise pas à quel point c'est énergivore. Ouais. C'est très énergivore, il n'y a pas de pause, c'est pas de 7h du matin à 17h que tu bosses. Tu bosses tout le temps. Tu bosses en vacances. Non-stop. Et puis surtout, quelqu'un comme toi qui a d'autres ambitions, parce que là, on n'a parlé vraiment que de création de contenu. On n'a pas parlé de toutes tes autres activités que tu as autour, parce que je voulais vraiment me focus sur cette partie, parce que, pareil, je pense que les gens ne se rendent pas compte de l'exploit que tu viens de réaliser de 1 million d'abonnés sur YouTube, parce que les algorithmes de Insta, TikTok, c'est beaucoup plus, je pense, facile de gagner. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'était important qu'on fasse un focus sur ça. Vraiment, merci d'avoir pris du temps. Merci à toi. Et comme je dis, j'espère se revoir très vite dans ce fauteuil et qu'on discute de la suite et de tout ce que tu auras réussi à créer entre-temps. Okay. Beaucoup de courage à toi. Très beau concept. Continue comme ça. De toute façon, tu sais ce qu'il faut faire. Quand j'ai posté pour le million, je me suis arrangé pour encadrer 2 chiffres. 1 million et 2100 et quelques de vidéos. Pour dire que les deux vont ensemble, en fait. C'est pas 1 million d'abonnés, c'est 2100 vidéos. Et en fait, ce que les gens ne savent, parce qu'on en a supprimé plus de 200. Parce qu'il y a des périodes où on supprimait beaucoup de vidéos, des lives, on a beaucoup supprimé. Je crois qu'on a supprimé facile plus de 200 vidéos. Donc, c'est beaucoup plus que 2100. Sans compter toutes les vidéos qu'on a tournées, qu'on n'a jamais publiées. Parce qu'il y a tellement de choses que les gens ne savent pas. Mais oui, je pense que c'est un bel accomplissement pour nous. Et c'est un message qu'on envoie aussi à tout le monde. C'est que aujourd'hui, on est dans une période où on peut créer nos médias, raconter nos histoires. C'est ça, c'est parfaitement Ce qui nous a longtemps manqué en Afrique. Raconter nos success stories, raconter nos histoires, raconter nos galères, mais que ce soit nous qui soyons à la base de ce qu'on raconte et pas quelqu'un qui raconte pour nous. En tout cas, on pourrait parler des heures. C'est vrai. Merci à toute la team des Incroyables qui nous a regardés, qui nous a écoutés. Envoyez de la force à Philippe, mettez-lui des commentaires, dites-lui merci d'être venu. Mettez les likes, les commentaires, comme d'habitude, vous savez, on se connaît, on est ensemble. En tout cas, portez-vous bien la famille. Abonnez-vous. On se dit à très vite sur un nouvel épisode du Off Show. Peace. Allow me to reintroduce myself. My name is Ho.